Salut et bienvenue dans Monster Squad, l'émission qui dissèque les icônes de l'horreur. Pour cette première émission de 2024, on va pas parler d'une franchise, mais d'un monstre, un type de monstre au visage humain, peut-être un peu trop humain, le body snatcher. Littéralement des voleurs de corps, les body snatchers sont une menace extraterrestre qui s'invite pour nous grand remplacer en volant notre corps et notre planète. Alors c'est quoi exactement un body snatcher ? Quel est leur but ? Quel est leur mode de fonctionnement ? Et surtout, comment ce monstre s'adapte-t-il au cinéma ? Pour répondre à ces questions et bien plus encore, j'ai avec moi deux invités. Alors Véro, tu es sélectionneuse de courts-métrages pour le PIF, tu es l'ancienne host de Feu le PIFcast et tu es scénariste et consultante en scénario. Véro Davidson, je suis ravie de te recevoir. Merci pour l'invitation, Marie. Merci à toi. Et vous le connaissez évidemment pour Capture Mag, pour Sale Temps pour un film, pour Déjà Vu, pour Total Tracks, pour Arrêt sur Image, pour Beats et j'en passe. Bonsoir Rafik Djemi. Bonsoir Marie. Marie Casabon. Marie, vraiment, c'est toi ? C'est moi, apparemment. Je vous laisse deviner. Et j'en profite pour faire un petit rappel, le budget de Monster Squad n'est pas encore bouclé et pour continuer à vous proposer des émissions et aussi d'autres émissions de Capture Mag, on a besoin de vous, on a besoin de dons ponctuels ou récurrents. Donc vous pouvez nous aider et nous soutenir sur KissKissMankMank, Patreon et Tipeee, mot-clé Capture Mag. En échange, vous avez accès à des contreparties comme l'accès à notre Discord, des émissions en avant-première et des tarifs préférentiels pour nos séances de cinéma. Tout à fait, et surtout vous contribuez à l'indépendance du programme. C'est vrai que c'est difficile parfois pour nous de rappeler que c'est basé quand même là-dessus, mais c'est basé vraiment sur cette économie-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici à Capture ne serait pas possible en fait s'il n'y avait pas ces dons généreux qui nous sont offerts. Donc là voilà vraiment dans le cas de l'émission de Marie qui démarre qui cherche encore ses marques. Ça serait un véritable encouragement que d'avoir un budget bouclé. Ça la tranquilliserait sur l'année. Ça lui éviterait de devoir à nouveau faire la danse de Salomé dans le quartier pour récupérer quelques sous. Ça devait rester entre nous, Rafik. Mais Rafik donne beaucoup, il est très, très généreux. Et je pense aussi que pour ceux qui donnent, c'est un vrai plaisir de savoir qu'ils ont été des mécènes en fait du programme. Faites l'expérience, donnez un peu, vous verrez. L'émission vous apparaîtra encore meilleure. C'est vrai que c'est pas la partie la plus agréable de l'émission de devoir rappeler ça à chaque fois, mais c'est vrai que sans vous, l'émission n'existerait pas et Capture Mag n'existerait pas. Et niveau actu, dans Capture Mag aussi, on a un nouveau MOOC qui arrive. Il est en précommande depuis le 5 février et il sera livré bientôt fin mars. Donc c'est un nouveau MOOC de 152 pages dont plus de la moitié sera consacrée au regretté William Friedkin, dont on avait d'ailleurs beaucoup parlé dans l'épisode de Monster Squad consacré à l'exorciste. Et donc c'est un MOOC dans lequel il y aura des interviews, des analyses. Toi Rafik, t'as fait quoi dans ce MOOC-là ? Alors moi j'ai fait un texte qui revient sur les 18 ans de carrière qui précèdent French Connection, qui sont généralement des films et des séries télé peu connu, mais qui me semblait important pour comprendre comment Friedkin est devenu Friedkin en fait. Il y aura également de gros extraits de la longue interview que j'avais faite avec Wallen Green, le scénariste de Sorcerer et de The Brink's Job. Puis après des petits textes sur des films un peu oubliés de Friedkin, de type Deal of the Century ou son épisode de Twilight Zone qui était assez magnifique dans les années 80, qui s'appelait Nightcrawlers, que je recommande beaucoup. Voilà. Et donc les interviews de Friedkin, en fait, c'est différentes interviews qu'il a données à différents membres de Capture Mag au fil des ans. Du coup, ça nous a permis, nous, de refaire une sorte de chronologie de ces différents entretiens. Et on a aussi donc toute une grande partie du MOOC qui sera consacrée à d'autres sujets. Moi notamment, j'ai une petite interview, une longue interview d'ailleurs de Nicolas et Bruno pour leur film La personne aux deux personnes qui a fêté ses 15 ans l'an dernier et sur lequel ils sont revenus. Et voilà, il y aura plein d'autres choses et je crois qu'on devrait normalement dévoiler le sommaire. Si c'est pas déjà fait, ça devrait arriver dans les jours qui suivent cet enregistrement. Monster Squad. Revenons à nos body snatchers. On va faire le tour de cette figure de monstre du cinéma qui apparaît pour la première fois dans le roman Body Snatcher, l'invasion des profanateurs que j'ai ici avec moi de Jack Finney, qui est sorti en 1955 aux États-Unis et je crois une dizaine d'années seulement après en France.
Et donc on a toute une série de films qui naissent après ce roman. Donc on va faire un petit peu le tour de ces adaptations. On a celle de Don Siegel en 56, celle de Philip Kaufman en 78, Abel Ferrara en 93, Oliver Hirschbiegel en 2007. En gros, on a une adaptation officielle plus ou moins tous les 20 ans. Et chacune est une espèce d'écho ou de reflet de son époque, des craintes de son époque. Et donc, elle permet de revenir sur l'histoire en même temps que sur l'histoire du cinéma. Et on parlera aussi évidemment d'autres films qui ne sont pas des adaptations directes, mais qui ont ce même monstre au cœur de leur film. Mais avant tout ça, première question aux invités. Véro, Rafik, c'était quoi votre premier contact avec les Body Snatchers ? Mon premier contact, il a été difficile puisque ça a été tout de suite avec la version, donc la deuxième adaptation, celle de Philip Kaufman. Et c'était beaucoup trop tôt dans ma vie. Je pense que j'avais 11 ans et ça passait l'après-midi à la télé. Donc j'ai vraiment vu à la télévision et je savais pas ce que je regardais. Donc vraiment, ça a été mon premier contact avec la paranoïa. Je pense c'est vraiment j'ai été scotchée jusqu'à la fin. On en reparlera tout à l'heure de ce film. Mais vraiment, tout de suite dans le grand bain, on va dire. Et évidemment, un choc à cet âge-là, ça crée une passion pour plus tard. Et voilà, du coup, maintenant, j'adore ça. Et moi, j'ai commencé avec le Don Siegel. Je crois que c'était à la dernière séance. Il me semble que c'était le deuxième film de la soirée, donc en VOST. Je sais pas quel âge j'avais. Donc pareil, pas du tout prévenu sur ce que j'allais voir. Presque un sentiment de décalage entre le look manifestement années 50, donc que j'associais inconsciemment à quelque chose, à une époque confortable et prospère, on va dire, et ce côté glaçant. Donc j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Je me rappelle avoir été fasciné par le scope aussi du film, qui en réalité est un faux scope, on en reparlera peut-être. Et ensuite, je sais pas si pareil, la version Philip Kaufman, mais ça c'était ce qui m'avait marqué dans cette version-là, c'était l'image d'un chien qui avait une tête d'homme. Voilà, un effet complètement dingue, qui en plus continue à fonctionner, je trouve, alors que le maquillage est pas terrible, mais l'image est tellement tordue, tellement grotesque en fait qu'elle reste. Donc on va explorer en profondeur ce sous-genre qui naît un peu malgré lui avec ce roman de Jack Finney que j'ai lu pour l'occasion. Je ne sais pas si tu l'avais déjà lu avant. Non, je l'avais jamais lu. Je l'ai lu là pour l'occasion. C'est bien, ça nous a fait nos petites lectures. Parce que d'ailleurs, c'est toi, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est toi qui avais proposé ce sujet. Et c'est vrai que ça nous change un peu en plus des sagas. Et on a une vraie œuvre, pour l'Exorciste aussi, on a une vraie œuvre littéraire à la base. Alors peut-être que tu veux parler du roman déjà. Qu'est-ce qu'il raconte et de quoi s'inspire Finney quand il écrit ce roman ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, on va le voir après. La première adaptation est assez fidèle. Donc, c'est un médecin qui s'aperçoit que de plus en plus de personnes ne reconnaissent pas des personnes de leur entourage. Dans un premier temps, il va penser que c'est une hystérie collective. Et puis, donc ça se passe dans une toute petite ville. Voilà, il est d'abord, évidemment, comme il est très... le mot, c'est... cartésien. Voilà. Voilà, il est plutôt scientifique, donc il a une approche vraiment scientifique et médicale de la question. Et puis, du coup, il pense que c'est de l'ordre de la psychiatrie, en fait, ce qui se passe. Et en fait, vraiment, à un moment donné, il va y avoir l'inclusion vraiment d'éléments fantastiques qui vont faire qu'il va basculer dans la compréhension de ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire une invasion extraterrestre qui duplique les personnes via des cosses, en fait, donc quelque chose de végétal. En fait, c'est peut-être la nouveauté, et c'est peut-être pour ça que le roman se démarque peut-être dans l'époque, parce qu'il y a ce côté un peu organique et végétal, alors qu'avant la SF, à ce moment-là, il y avait une grosse vague de SF et de littérature SF notamment, qui était plus dans la SF au sens science, c'est-à-dire vraiment avec de la tech, des robots et tout ce qu'on veut. Et là, vraiment, il y a un truc organique qui fait que je pense que l'œuvre est vraiment à part pour ça. Après, en termes de littérature, c'est vraiment très austère comme roman. Tu me diras ce que t'en as pensé, Marie, mais moi, vraiment, c'est pas la meilleure lecture que j'ai faite cette année. Donc, c'est vraiment très classique. C'est un peu misogyne à par moments. Oui, d'ailleurs, l'édition, là, je sais pas si tu as la même édition de Bélial, ils ont un petit truc où ils disent, oui, il a relivré, je sais plus, 20 ans plus tard, il a relivré une deuxième version qui était un peu moins misogyne, mais tout aussi... Ouais, c'était un peu... Enfin, il y a deux, trois phrases où dans son jus, quoi. Okay. Mais en fait, tu vois bien l'époque, quoi. Ouais.
Mais c'est intéressant. C'est un reflet de son époque. C'est intéressant aussi par rapport au sujet, je trouve, de l'avoir dans son époque aussi. Et après, de quoi ça s'inspire? Forcément, comme ça se passe dans les années 50, on pense tout de suite à la guerre froide et la peur du communisme aux États-Unis. Mais l'auteur, Jacques Finet, s'en défend, en fait. Donc après, est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est voulu? Oui, lui, il dit vraiment qu'il a voulu écrire un truc de divertissement et qu'il n'est pas du tout dans une dénonciation ou quoi que ce soit de politique, quoi. Et mais ce qui est intéressant, tu parlais du reste de la littérature SF, c'est qu'en fait, il y en a quand même un qui l'a un peu précédé, qui est Robert Heinlein. Ouais, Marionnette humaine, que j'ai lu aussi. Puppet Masters, donc. Que j'ai lu. Alors parce que oui, la légende voudrait que Finet se soit inspiré de Marionnette humaine. Honnêtement, Marionnette humaine, justement, c'est plus dans cette vague scientifique, on va dire, où vraiment là, il y a des aliens, c'est vraiment des parasites qui se fixent sur les corps. Le roman lui-même, il est beaucoup plus fantaisiste et rigolo. Franchement, là, pour le coup, je me suis un peu marrée parce que on en reparlera peut-être après aussi pendant le film, mais si on parle du film qui a été adapté de Marionnette humaine, vraiment, en fait, donc c'est donc des parasites qui se mettent sur le corps. Donc tant qu'on n'a pas vu que la personne porte le parasite, on peut croire que c'est la vraie personne, mais en fait non. Et donc du coup, c'est pas une duplication des personnes, c'est les bonnes personnes, on va dire, c'est leur corps, mais avec un parasite dessus. Et du coup, dans le livre, vraiment, le plan, c'est le plan qui s'appelle Bain de soleil. Et du coup, le naturisme est généralisé partout pour que tout le monde se vérifie. Donc même le président fait un discours à poil. Et c'est très. Ça a l'air plus rigolo que Body Snatcher. Ouais, c'est un peu plus fantaisiste, on va dire, très rigolo. Mais malheureusement, je vous spoil tout de suite, ce détail n'est pas présent dans le film, malheureusement. Ça aurait été chouette. On est très déçus. Le film est assez pourri, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il date de quand? De 91, je crois, 90, 91. Et 94. En français, ça s'appelait Les Maîtres du Monde. Les Maîtres du Monde, ouais. C'est qu'ils avaient chopé Donald Sutherland, qui finalement retrouvait ses marques de sa propre version des Profanateurs de Sépulture. Bon, on en reparlera quand on fera la liste, la chronologie des films. Effectivement, tous les films se répondent un peu entre eux comme ça. Ouais. Mais effectivement, c'est difficile de ne pas y voir une crâne du communisme dans l'Amérique d'après-guerre. Le macartisme est déjà très largement activé. Il continue d'ailleurs d'être présent lorsque le film de Don Siegel va se faire. Mais il y a un autre événement qui, à mon avis, a pu jouer sur cette résurgence, on va dire, de cette thématique du double maléfique, c'est qu'en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, l'armée américaine a fait appel à de nombreux psychiatres et psychanalystes, qui pour la plupart étaient des Allemands d'ailleurs, qui avaient fui l'Allemagne avant-guerre, pour s'occuper des PTSD, donc des post-traumatic stress disorder, tous ces soldats qui revenaient du front et qui avaient vu des choses horribles. Donc au départ, c'était pour soigner ce qu'on pensait être leur traumatisme de guerre, mais ce qui est ressorti de ces séances, c'est qu'en fait, tous ces soldats avaient d'énormes problèmes d'avant être partis à la guerre. Et en gros, ils ont annoncé à l'armée américaine qu'ils avaient un gros problème avec leur population, c'est-à-dire qu'il y avait une psychose bien implantée qui, d'une manière ou d'une autre, finirait par exploser. Et il y avait une telle peur aux États-Unis à ce que le pays ne vire subitement dans la folie collective, comme ça avait été le cas de l'Allemagne, qu'il y a eu un véritable effort pour normaliser les choses. Et donc, dans l'Amérique d'après-guerre, va vraiment être mis en place du social engineering, donc de l'ingénierie sociale, pour s'assurer que cette psychose n'explose pas, en fait. C'est ce qui va, d'une certaine manière, créer cette Amérique hyper conformiste des années 50. Où c'est le comble au final, parce qu'en fait, pour empêcher une hystérie collective, on crée une espèce d'hystérie sous contrôle. Oui, sous contrôle, tout à fait. Où en fait, toutes les pulsions sexuelles sont dirigées vers le consumérisme, c'est l'époque des grandes bagnoles en forme de bite. Voilà, enfin, vraiment, où on vend tout sous le côté, c'est du sexe dévié. Pour allez, excitez-vous avec votre porte-monnaie plutôt que de devenir taré comme les Européens l'ont été, quoi. Et ça, je dirais que c'est cette psychose là, elle est capturée plus ou moins consciemment par les écrivains de SF de l'époque. Je pense que c'est une des sources à aller chercher chez Jack Finney parce qu'il met vraiment en scène une communauté.
Oui, il prend vraiment une petite ville, ce qui sera pas forcément le cas dans tous les films. Ce côté un peu le truc où tout le monde se connaît, où on peut surveiller son voisin et où c'est plus facile aussi de tous sombrer quand tout le monde est en contact. Et d'ailleurs, la fin, qui est très expéditive, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. En fait, elle est quasiment hors champ et elle est due au collectif. C'est-à-dire que, on peut spoiler. Il est sorti en 1955, je pense qu'on peut spoiler le livre. En fait, à un moment donné, c'est même pas les personnages eux-mêmes qui arrivent à résoudre l'invasion. Ils s'aperçoivent que les pods, donc les cosses, l'espèce de cosses de petits pois, on va appeler ça comme ça, donc géantes, qui s'appelle aussi pod en VO, s'en vont. Et ils en déduisent que parce que tous les humains, en tout cas de la communauté, ont résisté, ils se sont découragés et ils s'en vont. C'est assez étonnant. C'est vraiment en 3 pages. Parce que moi, je lisais le livre, il reste 5 pages, comment ils vont finir le truc, quoi. Et vraiment, le dernier chapitre, il fait même pas 10 pages. Et vraiment, c'est le Deus Ex Machina on arrive en haut de la colline, on sait qu'on n'a aucune chance de s'en sortir parce qu'ils sont tous derrière nous. Et là, on regarde le ciel et on voit que les cosses s'envolent magiquement. Mais nous, on est 2 à avoir résisté. Et c'est quand même assez étonnant, plus de se dire, ils sont littéralement 2 sur la ville, en tout cas, visibles à avoir résisté. Et oui, sûrement, tout le monde a dû résister aux États-Unis comme nous. Et c'est vrai que la fin, elle est assez étonnante. Surtout, moi, je l'ai lu là, après avoir vu tous les films. Donc, toutes les fins sont différentes de celle-là. Et c'est vrai que le happy end est assez étonnant. Mais justement, c'est intéressant, je trouve, la question de la fin. Par rapport aux époques, en fait. C'est-à-dire que chaque fin reflète aussi l'état d'esprit de chaque époque. Et là, par exemple, c'est quand même très optimiste comme fin. Et c'est vraiment reposé sur... Et je pense que après la guerre, finalement, c'est un peu logique aussi de se dire que potentiellement la résistance générale a fait que tout le monde... et puis il y a ce truc-là de se dire la ville là elle est un peu décimée. Dans les dernières pages, c'est ce qu'il raconte, il dit il y a plein de maisons à vendre, il y a une dépopulation, mais d'ici quelques années ça ira mieux. Bon, évidemment il y aura des gens qui vont mourir, on saura pas trop quoi écrire sur leur certificat de décès. Il y a des forêts parce que les pods, les cosses s'attaquent aussi aux végétales, aux animaux. Il dit il y a pas mal de vaches qui vont mourir, des forêts qui vont tomber, mais d'ici 5 ans ce sera reconstruit et ça aura l'air d'une petite ville normale. Et tu dis oui, mais en fait tous ces gens, parce que juste avant dans la scène, pour essayer de s'échapper d'un endroit où ils sont retenus prisonniers, ils branchent plus ou moins, ils font en sorte que les cosses se branchent sur 2 squelettes que lui a dans son cabinet de médecin, et il voit que une fois que la cosse a fait son œuvre, le corps, le squelette, mais le corps des vraies personnes se désintègre en poussière. Et tu dis oui, il y a quand même les 3 quarts de la ville qui se sont désintégrés en poussière, c'est un happy end un petit peu étrange, mais oui, c'est peut-être l'optimisme. Mais ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur les pods, sur les dédoublements de personnes, c'est que donc ça donne des personnes très disciplinées qui n'expriment aucune émotion, mais qui du coup, c'est ni la joie, mais ni la colère, donc ni la violence, et ils sont un peu un tout unanime. Et en fait, c'est un peu leur argument aussi pour enrôler les autres en disant, venez, vous ne souffrirez plus en fait, puisque vous n'aurez plus d'émotion, donc vous n'allez plus souffrir. Donc c'est quand même un peu séduisant dans ce sens-là. Alors peut-être séduisant pour nous en 2024, peut-être effrayant en 1955. Et c'est vrai que c'est une des grandes scènes de chaque film, ce discours de rejoignez-nous, vous aurez plus aucun problème puisqu'on n'a rien. Et c'est vrai que c'est assez frappant dans le roman où à chaque fois il dit ils n'ont aucune réaction, ils essaient de s'échapper ou ils se battent et il dit ils sont pas étonnés, ils sourient pas, il y a pas de, et c'est assez étonnant de voir ce reflet à chaque fois. En fait c'est difficile à définir, mais il dit à chaque fois il manque quelque chose dans cette personne, on sait pas quoi. Et du coup ça aussi on va le voir dans les films, comment on arrive à mettre en scène ce truc là. Oui, parce que l'écrire c'est plus simple que le montrer. Ouais, mais même écrire tout ce truc-là de cause, c'est beaucoup plus simple que de le mettre en scène. Est-ce qu'on a fait le tour? Juste en littérature, j'ajouterais juste la nouvelle de 1938 de John Campbell qui a donné The Thing, qui s'appelle donc La bête d'un autre monde ou Who Goes There. Et en fait, je pense pas qu'on parlera de The Thing parce que c'est un tout petit peu éloigné quand même, mais il y a quand même cette notion de les personnes ne sont pas qui on pense qu'elles sont, et potentiellement de dédoublement et une scène aussi qui va beaucoup revenir, c'est comment savoir qui les gens, ce que tu disais à l'instant, qui sont les gens, comment de savoir si ils comment sont détecter comment on détecte qui est qui. Du coup, c'est peut-être l'heure de passer à la première adaptation ciné. Le premier film qui sort à peine 1 an après le roman, en fait, qui est donc l'adaptation de Don Siegel. Donc, l'invasion des profanateurs de sépulture par un magnifique titre français qui n'a rien à voir avec le titre original et le thème du film. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être expliquer pourquoi, en fait. C'est donc, en fait, en 1945, c'est ça, il y a eu un film... Oui, une production Val Newton, qui était le récupérateur de cadavres, voilà. The Body Snatcher,
qui lui aussi a fait l'objet de plusieurs remakes, mais puisque ça met en scène les vols de cadavres auxquels ça donnait les médecins qui n'avaient pas le droit d'étudier sur des corps humains, quoi. Et du coup, le titre, Body Snatcher, était effectivement c'est juste un problème de traduction française, en fait, du roman déjà de Jack Finney, parce que donc ça s'appelle Body Snatcher et qu'ils ont traduit comme le film avait été traduit en France, et du coup, ça a perduré dans les traductions françaises, même pour les films. Ouais, et d'ailleurs, je crois qu'ils expliquent dans cette édition que eux, ils ont remis le titre Body Snatchers avec en sous-titre l'invasion des profanateurs, parce que ça veut pas dire grand-chose au final quand on voit le sujet. Le pire étant l'invasion des profanateurs de sépulture, donc la totale. Là, vraiment, il y a pas de sépulture. Donc du coup, c'est un film de 1956. On peut peut-être revenir un petit peu dessus. On le doit notamment au producteur Walter Wanger qui fait appel à Don Siegel pour mettre en scène ce film. Qui veut nous pitcher un peu le film et sa genèse ? Pitcher le film, c'est le même pitch. En fait, voilà. Petite communauté, les gens, il se passe des choses bizarres. Il y a des gens qui se comportent pas tout à fait comme ils devraient, des épouses inquiètes parce qu'elles reconnaissent pas leur mari ou inversement, et donc peu à peu la découverte de ces fameuses plantes, ces fameux haricots géants là, dans lesquels se trouvent des doubles. Salcos, on va dire. Comment ? C'est des salcos. Des grosses cosses, voilà. Et donc c'est Kevin McCarthy qui joue le rôle principal et voilà, qui est notre référent dans le film, et qui va beaucoup courir pendant une heure et demie. D'ailleurs, à tel point que je crois qu'il y a même eu des risques d'accidents bien réels, notamment dans la scène finale qui est aujourd'hui assez connue, enfin assez célèbre, hein, celle où il court dans les embouteillages pour annoncer à tout le monde que, en gros, ils sont là, ils sont déjà là. Il était très 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 fatigué et Don Siegel s'inquiétait parce qu'il se disait, il avait demandé au cascadeur conducteur de faire super gaffe. N'écrasez pas notre acteur. Notre acteur principal, voilà. J'ai bien pitché. Oui, c'est très bien pitché. Comme dans le livre, en fait, on l'a pas dit, mais c'est raconté donc à la première personne, et en fait, du coup là, c'est raconté sous forme de flashback, c'est-à-dire qu'en fait, le film commence où le personnage de Kevin McCarthy explique à des autorités ce qu'il vient de vivre. Donc on sait que potentiellement il est en train de s'en sortir, mais bon, on l'oublie vite parce qu'après on rentre dans le film. Ouais, et d'ailleurs cette intro et l'épilogue où après les gens disent oui, on va prendre en charge ce truc-là, c'est quelque chose qui a été rajouté par les producteurs qui voulaient un film un peu plus optimiste, et à la base il devait pas y avoir donc ce début en flashback, et le film devait se terminer sur la scène dont tu viens de parler, sur une note beaucoup plus pessimiste où il est tout seul au milieu de la route dans une espèce de crise qu'on pourrait appeler une crise de parano, sauf que bon, c'est bien réel, et sa dernière phrase c'est quand même You're next, quoi, c'est vous les prochains, et ça devait se terminer comme ça, quoi. D'ailleurs Don Siegel a traité ses producteurs de Pod People. De Pod People, exactement, de Salcos, si tu veux le traduire comme ça. J'aime beaucoup cette traduction. Mais en tout cas, l'expression Pod People, c'est démocratisé aux États-Unis à partir de ce moment-là, et c'est rentré dans le langage courant, en fait, pour désigner des gens sans émotion. Sans émotion, oui, tout à fait. C'est un film qui, pour le coup, a vraiment eu sa carrière, un peu en salle, mais surtout dans les multiples rediffusions télé des années 60. Il y a toute une génération de futurs réalisateurs qui ont grandi avec cette imagerie-là. Et comment dire, et la réputation même du film il bénéficie aujourd'hui d'un statut qu'il n'avait absolument pas à sa sortie. C'était quand même une petite série B, mais c'est en coulisses qu'en fait je crois que c'est le chef décorateur du film qui disait à Siegel, parce le mec avait bossé avec Hitchcock par ailleurs, et il lui avait dit, mais vous savez, Alfred se serait arraché les dents pour faire un film aussi flippant que celui que vous êtes en train de faire, parce que Siegel avait pas l'air de réaliser l'impact de ce qu'il était en train de faire. Par exemple, c'est lui qui insistait pour avoir de l'humour dans le film, et donc c'est vrai que c'est souvent un peu ses producteurs qui ont freiné le truc, parce qu'ils comprenaient pas comment on pouvait mélanger humour et horreur. Mais la vérité, c'est que je pense que ça aurait desservi le film. Il est parfait comme ça. Il
y a quelque chose de glaçant qui vient du fait que finalement, même au naturel, ces personnages se comportent déjà comme des pot people. C'est-à-dire, dès le moment où on les montre dans leur normalité, on se dit il y a déjà quelque chose qui déconne en fait, quoi. Le film est très, très court, très sec, il fait je crois 1h20 et quelques, hein. On perd pas de temps en explications et tout. Et les effets spéciaux, on peut en parler aussi. Enfin, ils tiennent toujours la route. Enfin, moi, je trouve vraiment. Et c'est comme tu disais par rapport à l'humour, ça aurait pu être ridicule en fait, des espèces de grosses cosses comme ça, avec des corps qui sortent et de la mousse, etc. Et en fait, ça marche et c'est toujours aussi effrayant. En plus, on les voit quand même assez bien, c'est quand même assez éclairé. Oui. Donc, du coup, il y a vraiment cette scène marquante. Il y avait le problème de la nudité en fait. C'était ça qui faisait réagir aussi les producteurs, c'est que forcément dans ces cosses, ils ont pas de fringues, et c'est là que Siegel avait rassuré. Parce que les gens disant quand les producteurs vont voir ça, ils vont peut-être mal réagir, et c'est là où il avait dit de toute façon les producteurs sont des pot people, ils ont aucune émotion, donc il n'y aura pas de problème. Et du coup, là on parle vraiment de l'adaptation de ce roman, donc on disait que c'était pas évident à retranscrire à l'écran, donc tu as parlé un petit peu des effets, mais il y a aussi ce côté, en fait le Body Snatcher c'est quand même un véhicule hyper intéressant dans la mise en scène, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une personne, est-ce que c'est vraiment elle ou pas? Dès que quelqu'un sort du champ, est-ce qu'il a été transformé entre-temps ou pas? Je sais pas si on l'a dit, mais la transformation se fait pendant la nuit, ou en tout cas pendant une période de sommeil où les cosses arrivent à prendre possession de la personne. Donc du coup à chaque fois on a aussi cette suspicion de la personne qu'on connaît bien, et c'est un truc super en fait pour le cinéma d'horreur, parce que là on n'a même pas une menace, enfin on a une menace extraterrestre, littéralement la plus extérieure possible, qui arrive dans sa petite ville, dans son foyer, dans sa famille. Ça peut être ton père, ta mère, ton oncle, ton mari, ta femme, et il y a ce sentiment de peur où il n'y a plus aucun refuge en fait pour les personnages. En fait, moi, c'est ce que j'aime vraiment c'est pour ça que je t'ai proposé ce thème aussi, c'est que c'est vraiment pas une invasion qui fait une extinction de la race humaine, c'est vraiment l'éradication de ce qui fait l'humanité en fait. Donc c'est pas les corps qui sont détruits, d'ailleurs non, ils sont dédoublés, mais par contre c'est ce qui fait qu'un être humain est un être humain en fait, et donc un être humain c'est pas forcément une tête, deux bras et deux jambes, et d'ailleurs c'est pas forcément ça, mais bon, en tout cas c'est pas son corps qui fait qu'il est humain, c'est comme la manière dont il se comporte, etc. Et du coup je trouve ça assez intéressant par rapport à d'autres invasions où en fait on tue les humains et voilà. Ouais, c'est pas une guerre quoi, c'est pas un combat. Exactement. C'est une invasion silencieuse, c'est le grand remplacement. C'est ce que tu disais. Voilà. Ouais. On y est. Et c'est ça le vrai grand remplacement. La vraie théorie, elle est là. Il a peut-être déjà commencé. Et on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est une créature intéressante parce qu'en fait, elle est juste un instinct de survie. En fait, elle arrive sur une planète déjà existante et elle va se greffer et parasiter la planète elle-même en profitant de milliers d'années d'évolution, d'une technologie, d'un truc. Mais vraiment, et quand elle a épuisé le truc, parce que les cosses ont une durée de vie, enfin les personnes qui en sortent, enfin les créatures qui en sortent ont une durée de vie de 5 ans, et une fois qu'ils ont tout utilisé, épuisé toutes les ressources, pof, les cosses s'en vont et vont coloniser une autre planète, un autre endroit. Donc c'est hyper... c'est un peu une vision un peu mortifère. Ouais. Exactement, ouais, c'est vraiment le mortifère, quoi. C'est vider une planète de sa substance et passer à autre chose. Et c'est vider l'être humain c'est ce que tu disais, de tout ce qui fait en négatif, en fait, le Body Snatcher montre ce qu'est l'être humain en étant lui l'inverse de tout ça. Ouais. Et à l'époque, la question politique, elle se pose de façon évidente quand on regarde le film en Europe, mais durant le tournage, en tout cas, d'après les comédiens, c'est pas quelque chose qui est évoqué. Quand on leur posait la question, par exemple, Kevin McCarthy a toujours dit non, que c'était pas un film ni sur la peur du communisme, ni sur le communisme lui-même, parce que les deux visions se valent quand on regarde le film. On peut tout autant le voir comme étant effectivement le collectivisme absolu de ces aliens va détruire ce qui fait la spécificité américaine, c'est-à-dire justement cette individualité qu'on là en l'occurrence on confond avec l'individuation, ou bien c'est aussi une mise en scène de la paranoïa du macartisme à travers la façon avec laquelle réagissent ces personnages, c'est-à-dire qu'ils sont affichus de dire pourquoi, en quoi c'est pas votre mari? Oui, c'est pas mon mari, je le reconnais. Oui, mais en quoi? Pourtant c'est le même. Donc cette ambivalence, elle est bienvenue et elle nous rappelle que ce qui est en jeu, au fond, c'est pas le communisme, mais bien
qu'est-ce qui définit l'humanité, comme s'il y avait comme si c'était le concept de l'âme qui était remis à jour, c'est-à-dire oui, effectivement, on a retiré quelque chose, je ne sais pas, c'est pas quelque chose de physique, mais je sais que c'est là par son absence en fait. C'est ça, exactement. Je ne sais pas l'expliquer, mais quand c'est plus là, je sais que c'est plus là et qu'il manque quelque chose. Mais pour revenir sur ce que tu disais, j'avais noté dans le bouquin, il y a un petit essai à la fin avec une citation de l'actrice donc qui jouait le rôle de Becky Driscoll. Il faut que je retrouve ma petite page, c'est là. Donc Dana Winter qui disait pendant le tournage, elle disait nous avons compris que nous faisions un film anti-isme, c'est-à-dire fascisme, communisme, ce genre de choses. Nous avons tenu pour acquis que c'était ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas été question d'en parler sur le plateau ou ailleurs. C'est une période délicate et je pense que si Allied Artists, donc les producteurs, suspectaient que ce film pouvait avoir cette profondeur, ils auraient rapidement mis fin au projet. Donc ça rejoint un peu ce que disait Don Siegel en traitant ces producteurs de Pod People. Ouais. L'uniformisation en fait. Mais le scénariste avait eu des problèmes avec la commission McCarthy. Donc ça, voilà, on peut aussi imaginer que ça avait pu jouer dans l'affaire. D'ailleurs, à propos de scénariste, on peut évoquer celui qui a essayé de tirer la couverture à lui concernant ce projet, quand même, parce que c'est assez étrange, qui est Sam Peckinpah, qui a quand même mené une carrière où il avait d'autres raisons d'être de fierté, mais pendant des années, il a tenu à faire savoir qu'il avait travaillé sur l'invasion des profanateurs de sépulture, alors qu'en réalité, il semblerait qu'il se soit surtout contenté de faire du rewriting de dialogue, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas non plus un statut de scénariste. Mais ça veut dire aussi que Peckinpah, je pense, avait réalisé l'incroyable qualité subversive de ce film et que ça lui donnait envie de vouloir en être l'auteur, en fait. Est-ce qu'on passe au film suivant ? Non, alors juste sur les années 50, parce qu'il y a eu plein d'autres films, c'était quand même une grosse vague de SF, donc juste je pense citer 2-3 autres qui sont un peu dans le thème. Donc il y a notamment Les Envahisseurs de la planète rouge, donc titre français bien connoté de communisme, qui date de 53 de William Cameron Menzies, et qui a été remake par Tobe Hooper. Voilà, moi j'aime pas du tout ce film ni son remake, donc voilà, c'est une invasion encore pire. Ouais, c'est une invasion vue par les yeux d'un enfant. Donc en plus il y a ce truc qu'on trouve un peu, je trouve, dans l'invasion, enfin dans le Jacques Finet aussi, c'est-à-dire que c'est d'abord des femmes et des enfants et on les croit pas parce que c'est des femmes et des enfants au début aussi. Il y a quand même ce truc-là qu'on va retrouver aussi. Oui, il le dit souvent dans un truc de bonne femme, quoi. Exactement. Et oui, mais il y a des patates sur pattes, donc ça c'est bien dans Invasion from Mars. Et c'est un peu plus militaire. Enfin, il y a toute cette notion de les militaires interviennent, etc. Donc voilà. Et il y a I Married a Monster from Outer Space. J'ai épousé un monstre. Et en fait, cette version-là aussi, par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est aussi une femme qu'on ne croit pas. Et il y a que les hommes qui sont infectés par les aliens et qui sont dédoublés par les aliens. Et pareil, ça date de 58 et c'est Jane Fowler Jr. Et donc à l'époque, pareil, il y avait une question de est-ce que ça parle de l'homosexualité, puisqu'en fait c'était des hommes qui se retrouvaient dans la forêt où se trouvait le vaisseau spatial et étaient dédoublés et personne croyait la femme. Et en fait, ça parlait aussi bien de l'aliénation de la femme au sein du mariage. Donc c'était assez moderne. Enfin après moi, je me dis on le voit avec notre vision d'aujourd'hui, peut-être qu'on tire ces conclusions-là, mais en tout cas il y avait cette question de le mari qui devient un alien et qui veut absolument contraindre sa femme par le mariage, alors qu'avant d'être un alien, il était plutôt... Qui devient autre. Il y a un autre film de la même époque à peu près, je crois que c'est la fin des années 50 ou 1960, qui s'appelle, qui n'est pas du tout un film fantastique, qui s'appelle Derrière le miroir, de Nicolas Ray, dans lequel James Mason est cobaye d'un nouveau médicament qui est censé calmer les angoisses. Et ce médicament va transformer sa personnalité et il va devenir absolument effrayant, mais on assiste en fait à son déblocage, quoi. Mais dans le film, il y a un double regard où on est censé avoir peur de James Mason parce qu'il devient une autre personne, alors qu'en réalité, ce qui nous fait le plus peur, c'est toute la normalité du monde dans lequel on vit, parce qu'en fait, il passe son temps à péter un câble, parce qu'en réalité, il vit dans la banlieue la plus parfaite du monde, et que c'est un véritable cauchemar pour lui. Et donc, du coup, dans le film, tu sais pas de quel côté le film se situe.
Est-ce qu'on est en train de condamner cet individu qui devient rebelle, ou au contraire en train de réaliser que l'Amérique des années 50, c'est littéralement l'enfer sur Terre. Et il y a un côté body snatcher, enfin, je sais pas comment dire, mais le film est aussi en scope, et il y a aussi ces visions comme ça sur les petites pelouses, les machins, où tu te dis, mais c'est horrible, en fait, il y a un truc pas normal dans le comportement préprogrammé de ces gens, parce que c'est aussi ce qui est important, je pense, dans la figure du body snatcher, c'est cette collectivité qui fait exactement les mêmes gestes, et c'est un truc qu'on va retrouver dans plein de films qui vont pointer du doigt le cauchemar américain. Je pense par exemple à beaucoup plus tard, Tim Burton dans Ed Wood, je crois, hein, c'est où il y a le ballet des tondeuses à gazon du dimanche, où tout le monde sort sa tondeuse en même temps et tout ça, où les voitures des maris reviennent. Dans Edouard Main d'Argent. Ouais, ben c'est ça, dans Edouard Main d'Argent. Et il y a un côté infernal en fait dans cette banlieue. Et c'est déjà là dans le film de Siegel en fait, ce côté, je sais pas ce qui me fait le plus peur. Est-ce que c'est ces aliens ou est-ce que c'est les humains qui étaient déjà en place, quoi. Et on avait aussi retrouvé ce motif un peu body snatcher dans les Quatermass, donc les films de la Hammer. Le deuxième surtout. Donc le deuxième surtout, ce qui, la marque, donc c'est celui de 57 réalisé par Val Guest, où il y a vraiment des petites météorites qui s'ouvrent et qui blessent en fait les gens et qui après deviennent des aliens, on va dire. Là aussi, vaguement remaké par Tobe Hooper, qui décidément s'est spécialisé dans l'affaire. Life Force, la dernière partie, c'est pratiquement du Quatermass revisité. Ouais. Et sur ce que tu disais sur l'unité, l'autre Quatermass, celui de 67, Quatermass and the Pit, en fait, qui est là, Roy Wardbaker, en fait, il y a ce truc de hystérie collective où, en fait, ils font, enfin, tous les gens contaminés par l'ADN. Alors là, il y a tout un truc de certaines personnes portent déjà de l'ADN alien en eux, etc. Et à un moment donné, quand les aliens activent ce truc, en fait, ils ne font plus qu'un, en fait. Donc, c'est une espèce de masse qui agit tout en même temps, dans le même sens, en fait. Donc, ça retombe un peu là-dessus. Voilà pour les petites références autres de cette période. Ouais, donc, et période suivante. Les années début des années 80, on va dire, puisqu'on est carrément en 78, mais c'est la période un petit peu où on transpose en fait ce côté de la petite ville où tout le monde se connaît à la grande ville. Là, le film L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman se situe lui dans un cadre urbain, dans une grande ville, je crois que c'est San Francisco, et du coup il dénonce quoi, enfin il montre quoi via ce changement de décor. Ce qui est intéressant, alors déjà, je pense que je peux dire chef-d'œuvre pour ce film. Voilà, c'est celui dont je parlais au début, donc là, c'est dit. Ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que en le transposant dans une grande ville, justement, on va voir ce que disait à l'instant Rafik, c'est que l'individualisme ressort d'autant plus, et du coup, les comportements, on va dire, excentriques, peuvent passer plus inaperçus finalement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez à Paris dans le métro, quelqu'un fait n'importe quoi, les gens vont à peine lever le nez, etc. Et c'est ce qui va se passer, en fait, dans ce film-là. Et du coup, l'invasion, elle avance beaucoup plus vite. Et en fait, je pense que Philip Kaufman, enfin là, en tout cas, le scénario est très intelligent, puisqu'il passe très vite sur la partie contamination. On va pas assister forcément à ce qui se passe en coulisses. Et il va se concentrer sur les personnages. Et du coup, nous, avec notre œil déjà un peu habitué aussi à la science-fiction et à ces histoires de body snatcher, on va repérer, en fait, les choses qui clochent dans le plan en fait et dans les arrière-plans notamment, et c'est passionnant, c'est-à-dire qu'à des moments on voit des gens courir, en vrai tout le monde peut courir dans la rue, il n'y a pas de problème, mais on sait qu'on est dans ce film-là, voilà. D'ailleurs, le film s'ouvre, je crois, sur l'arrivée des COS, parce que ce qui n'était pas du tout le cas de la version précédente. Donc du coup, nous, en fait, on a un œil de spectateur. Ouais. Déjà, on connaît le roman, on connaît le film précédent, mais on a vu en ouverture du film que la menace était déjà arrivée. Donc c'est très beau d'ailleurs, ces scènes avec la pluie là. On peut scruter les arrière-plans et détecter ce dont tu parles. On sait qu'ils sont déjà là, en fait. Ouais. Oui, avec un caméo d'ailleurs étonnant au tout début du film ça y est, j'ai oublié son nom, le grand acteur qui jouait dans Le Parrain et Apocalypse Now et ah zut. Dans le rôle de quoi qui fait le comte Siglieri dans Le Parrain. Non mais dans ce film-là, il fait quoi? Il fait un prêtre qu'on ne voit que dans la scène d'ouverture. Ah oui, qui fait de la balançoire. Pardon? Hein?
Robert Duval, merci. Merci Cédric. Coulisses à Cédric. Il fait de la balançoire avec un enfant. Oui, tout à fait. T'as Robert Duval en prêtre en train de faire de la balançoire avec un gamin et il regarde une femme un peu de travers, on sait pas pourquoi, et c'est son point de vue en balance en fait sur cette femme qui dirige une petite colonie d'enfants. Et en fait, je crois que c'était pas du tout prévu. Il se trouve juste qu'il tournait un film dans le coin et qu'il a accepté de faire le caméo. Mais ça marche. Vous êtes donc Camillo à côté. Ouais, ça marche parce que comme tu parlais justement d'excentricité, il y a quelque chose d'excentrique dans l'image même d'un prêtre en train de faire de la balançoire en tendant les jambes, voilà. Et mais c'est vrai que ce qui est mis en scène dans le Philip Kaufman, c'est cette question aussi de l'anonymat des grandes villes. Et d'ailleurs, on a une réapparition de Kevin McCarthy qui donc depuis le film de Siegel n'a pas arrêté de hurler dans la rue et de prévenir les gens et qui du coup apparaît là, voilà, apparaît devant la voiture et leur dit ils sont là et en courant se fait écraser. Ça fait 20 ans que personne ne l'écoute, le pauvre. Se fait écraser hors champ et lorsque les protagonistes roulent un peu, ils voient son corps au sol avec des gens qui le regardent de façon totalement neutre en fait. Et effectivement, il y a juste un mort, on s'en fout. Donc on est bien passé d'un état à l'autre. Mais c'est pas forcément à ce moment-là toujours. Enfin, nous en tant que spectateurs, on est déjà inquiets. Par contre, pour les personnages, c'est pas forcément confirmé qu'il se passe vraiment quelque chose parce que c'est l'attitude de n'importe quel habitant d'une grande ville en fait. On a ce côté un peu thriller paranoïaque des années 70, un truc un peu 3 jours du Condor, ce genre de film-là en fait, avec la scène dont tu parlais, avec ces personnages qui sont seuls dans la grande ville en fait. Et du coup, ce film-là, donc. Kaufman, à l'époque, lui, je reviens un peu sur la jeunesse du film, mais Kaufman, lui, c'est pas encore le réalisateur de L'étoffe des héros, ni le scénariste des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est un film qu'on lui propose, et je crois qu'il le réécrit 6 semaines avant le tournage. Il le réécrit aussi un peu pendant le tournage, et donc les acteurs disaient que c'était plutôt intéressant parce qu'ils savaient pas forcément, en tout cas, ça n'influençait pas leur façon de jouer parce qu'ils savaient pas forcément s'ils allaient finir par se transformer ou pas. Et du coup, il y a aussi un gros casting sur ce film-là. Peut-être, je te vois hocher de la tête, Véro, tu peux peut-être en parler. Tu sais très bien pourquoi, mais bien sûr. Non, oui, il y a Donald Sutherland et sa moustache. Il y a surtout sa moustache. Non, il y a Jeff Goldblum qui est trop choupi, qui est quand même très jeune. Il est tout jeune, ouais. Leonard Nimoy, qui est toujours aussi Spock, et Veronica Cartwright, qui va elle aussi plus tard rejouer, je crois, dans un film, je crois celui qu'on verra plus tard en 2007, je crois. Oui, je crois qu'elle a un rôle, dans le. Voilà. Et donc un petit clin d'œil dans celui de 2007. Et en fait, alors là, déjà ces acteurs-là sont formidables, et en plus, donc Donald Sutherland est toujours formidable quoi qu'il arrive. Je suis vraiment ma groupie là, mais bon voilà. Et en plus, les personnages sont c'est là où c'est très bien écrit aussi parce qu'il y a cette espèce de petite histoire d'amour pas vraiment déclarée entre Donald Sutherland et donc sa collègue, je sais plus qui joue le rôle. Brooks. Machin truc Brooks. Voilà, machin truc Brooks donc. Et en fait, c'est ce qui est adorable en fait, c'est que non seulement ça rajoute un peu d'humanité et comme justement toute la question. Brooke Adams, merci. Brooke Adams. Toute la question des body snatchers, c'est d'enlever l'humanité, donc, et notamment l'amour, qui serait le propre de l'humain. Et du coup, donc, il y a cette amourette. Et en plus, je trouve que ça a un effet hyper intelligent, c'est que ça retarde la suspicion de Donald Sutherland. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle dit oui, mon mec, parce qu'elle a un copain qui est un espèce de gros beauf, évidemment, quand le lendemain, il se comporte un peu proprement, elle le reconnaît pas. Et du coup, quand elle lui raconte ça, lui, il se dit pas mal, elle commence un peu à se désintéresser de son mec. Il se dit pas c'est bizarre en fait. Il se dit j'ai peut-être une ouverture en fait. Et du coup ça va retarder en fait ce début d'amour entre eux. Ça retarde aussi lui son diagnostic on va dire sur. Et Leonard Nimoy qui joue ce psychiatre qui est justement là pour qui a bien constaté qu'il y avait une recrudescence de personnes qui étaient persuadées de vivre avec un sosie et qui en fait est là pour les convaincre que c'est pas le cas.
C'est-à-dire, en tant que psychiatre, Oui. il est là pour les ramener au foyer. Et il y a cette scène terrible où tu as cette femme qui dit mon mari qui est présent, c'est pas lui, et lui qui fait tout pour les rapprocher physiquement, tu sais. Et donc du coup le mari qui joue le jeu et tout. Et ça c'est, enfin la scène est hyper cringe quoi. Mais en même temps tu comprends qu'il est en train de faire son boulot quoi. Mais il y a en plus un peu ce truc de classe aussi, c'est-à-dire que c'est un peu des gens, c'est l'intelligentsia, machin, de San Francisco, ils sont là, ils sont en train de manger des petits fours, machin. Et pareil, le petit ami de Brooke Adams, donc c'est quand même un beauf au début qui regarde le foot et qui boit des bières. Et du coup, forcément, il y a cette différence aussi qui fait qu'on va pas forcément écouter ou être attentif à des gens, soit une femme qui parle de son mari. Enfin voilà, il y a toujours ce truc aussi un peu. Là, c'est un peu plus marqué ce truc de classe parce que là, vraiment, c'est quand même des intellectuels. Ils sont un peu, ils pensent être un peu au-dessus de tout ça. Même au début, la première scène, c'est quand même Donald Sutherland qui fait l'inspection d'un restaurant. Oui, puisqu'il travaille pour les services d'hygiène de la ville, ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est très intéressant scénaristiquement de l'avoir fait donner ce rôle, quoi, puisque on parle d'une contamination au niveau de cette invasion. Mais cette scène, je trouve que dans cette scène déjà, il y a ce truc de classe où il est quand même le sachant, celui qui va tout de suite détecter les choses. Et puis on voit quand même que il y a des gens qui sont là, qui font la cuisine, les cuisiniers qui sont sûrement... On se retrouve au chômage, voilà. Ils ferment le restaurant, oui, bien sûr. Et donc, certes, il y avait peut-être un peu des crottes de souris dans la sauce, mais bon, voilà. Et il lui brise la fenêtre, son pare-brise, du coup, de colère, en fait, parce qu'effectivement, il menace de fermer le restaurant, et il va se trimballer ce pare-brise brisé pendant tout le film. Donc, c'est presque une marque. C'est plutôt bien vu. Mais je voulais, en parlant du personnage de Nimoy, j'ai découvert, donc, parce que je ne le savais pas, je vais pas faire croire que je suis super cultivé, qu'il existait bel et bien une maladie mentale classifiée qui s'appelle au choix le syndrome de Capgras ou de Capra. En tout cas, ce syndrome de Capra, c'est le syndrome de l'illusion de sosie. Donc, c'est un trouble de l'identification des personnes caractérisé par la conviction délirante qu'une personne proche du sujet a été remplacée par un double. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel certains médecins doivent se confronter. Il y a bel et bien des gens qui pensent vivre avec un body snatcher, quoi. Avec un sosie, quoi. Et c'est un peu aussi le fait que le personnage soit psy. Il y a aussi un peu ce côté des théories psychanalytiques qui sont un peu remises en question dans ce film-là, non ? Non, ce qui est remis en question, c'est encore une fois qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait l'individu, qu'est-ce qui caractérise l'individu. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant que dans beaucoup de jeux vidéo associés à l'heroic fantasy, et même dans les récits même de fantasy, il y ait assez souvent la confrontation au double. Ceux qui ont joué à Zelda, vous avez forcément un moment ou un autre, vous allez vous retrouver devant votre propre personnage. Il a les mêmes pouvoirs que vous, etc. Et en fait, ça correspond à un moment clé, puisque ces récits mythologiques sont souvent ce qu'on appelle en psychanalyse un processus d'individuation, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancée, le héros s'affirme en tant que lui-même, quoi. Donc à un moment donné, il doit se confronter avec celui qu'il croyait être, et c'est là que le double apparaît. Donc psychanalytiquement, ça fait sens, cette confrontation-là. Donc je sais pas si ces films invalident la psychanalyse, mais... Non, c'est juste une question. Est-ce que ça, tu vois, le fait de toujours avoir ce personnage de psy, tu vois, je sais pas, c'est aussi une époque, tu vois, quel est aussi le reflet de l'époque dans ce film-là? Qu'est-ce qu'on y voit? Moi, j'y vois aussi ce côté, ce qui était aussi le cas pour Donald Sutherland en tant qu'inspecteur de l'hygiène, c'est-à-dire ce côté aussi, il faut trouver une explication rationnelle à des choses quand on est face à l'irrationnel. Et du coup, à ce moment-là, clairement, la psychanalyse, c'est quand même en plein essor à ce moment-là. Et du coup... c'est la solution à tout en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Rafik, aussi, c'est qu'il y a aussi ce truc de être confronté à soi-même qui change, et aussi accepter par exemple le changement chez les autres et le désamour ou la maladie qui fait que les gens qu'on aime ou qu'on connaît, peut-être qu'un jour ils sont plus ceux qu'on avait l'habitude qu'ils étaient, et du coup il y a ça, en termes de psychiatrie et de psychanalyse, c'est quand même une piste intéressante qui est pas forcément approfondie dans ce film-là. Et il y a aussi un autre truc. Bon, je suis suffisamment vieux pour en parler, donc les gens qui n'ont pas connu les années 70 ne le sauront peut-être pas, mais ça a été une décennie aussi où
tout le monde était absolument convaincu de son caractère unique. Et d'une certaine manière, la culture invitait à se différencier de son voisin. Ce qui était l'antithèse même des années 50, où on invitait au contraire la collectivité il fallait avoir la même bagnole, avoir le même frigo. Les années 70, c'est après le boom des années 60 et tout ce que ça a amené justement comme remise en cause de ce modèle consumériste, on est dans un truc ultra individualiste où chacun doit avoir des fringues particulières, une façon d'être particulière, une originalité, on va dire. Mais en même temps, on associe cet individualisme forcené des 70s au chaos social, parce que c'est aussi, en tout cas aux États-Unis, une période très très violente dans les grandes villes. On n'a plus idée de l'incroyable. Enfin, je veux dire, New York, San Francisco, Los Angeles, tu faisais pas 3 pas la nuit sans te faire agresser, comme si c'était le prix à payer. D'avoir laissé tomber ce côté communautaire. Donc je pense que le film soulève ce lièvre en fait. Est-ce que c'est si mal d'être synchronisé, parce que les aliens du film ils fonctionnent parfaitement entre eux, il y a aucun problème, c'est vraiment l'esprit de ruche qui domine, quoi. Et d'ailleurs, c'est dans ce film qu'est introduit un gimmick qui va un peu rester, c'est le cri. Parce que ça, j'allais y venir. Non, pas du tout. Non, mais c'est vraiment une des trouvailles du film qui, en plus, après, fera date et sera reprise dans d'autres films. Ouais, et qui va vraiment symboliser après le body snatcher, même dans tout ce qui est parodique, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une idée incroyable. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut trouver des idées visuelles aussi. Et là, typiquement, en un plan, on va pas spoiler, mais voilà. On peut le spoiler, j'ai un petit badge là qui spoil en finale. Donc voilà, du coup, en un plan, on sait dans quel camp se situe la personne, et c'est glaçant, en fait, en plus, comme procédé, en fait, visuellement, et c'est sonore aussi. Ouais, c'est une super idée, parce que c'est ce qu'on disait, en fait, comment on fait pour reconnaître les gens qui ne sont plus humains. Et là, ils se signalent par eux-mêmes. On a même là, pour le coup, on n'a plus à les chercher. Et puis, il y a ce côté cri de ralliement. C'est aussi un super truc à mettre en scène. Ce cri qui fait que tout le monde se retourne, voit les personnes concernées qui ne sont pas encore transformées. Et on voit que tous les regards se tournent autour, puisque c'est le cri qui révèle, en fait, les autres personnes déjà transformées en aliens. Et du coup, dans ce film-là, il y a un peu plus ce qu'on voit moins dans le film d'avant, c'est-à-dire faire semblant d'être comme eux. Et là, vraiment, c'est une question de survie, parce que justement, par rapport au film précédent, là, l'invasion, elle est quand même plus vite avancée, donc il y en a plus vite partout, tout le monde est transformé, et on ne sait plus qui est qui, donc il y a ce côté paranoïa. Et il y a aussi ce côté, il va falloir soi-même s'adapter à cette invasion et faire semblant d'être comme les autres, en fait. Et on peut faire aussi un peu un parallèle avec le zombie, en fait, pour ce monstre-là, dans le sens où le zombie, c'est un humain que l'âme a aussi quitté. Bon, il y a aussi tout le côté putréfaction du corps, mais on a aussi, en fait, j'y ai pensé justement quand tu parlais de cette scène, c'est ce qu'on voit aussi souvent dans les films de zombies, où les personnes vont se mettre des bouts de zombies ou des bouts de cadavres dessus pour se fondre un peu dans la masse. Et il y a ce côté-là de rentrer dans le rang et de se fondre aussi dans la masse du monstre. Je me demande si ce cri n'est pas une réponse tardive à un autre effet cinématographique qui tournait autour de quasi body snatcher, puisqu'en 1960, si ma mémoire est bonne, les Anglais avaient produit Le Village des damnés de Wolf Rilla, qui met en scène ce groupe d'enfants aliens, qui fonctionnent donc comme selon un esprit de ruche, avec tous leurs cheveux blancs caractéristiques assez flippants. Et à un moment clé du film, on découvre, ils ont ce pouvoir en fait d'hypnotiser tout le monde avec les yeux qui deviennent blancs. Et donc voir tous ces mômes qui se ressemblent balancer les yeux blancs, pour moi ça évoque la même chose que tous ces body snatchers qui crient en même temps. D'ailleurs, il va y avoir un remake aussi de Village des damnés par Carpenter dans les années 90, et beaucoup plus tard, dans le dernier pub avant la fin du monde, Edgar Wright reprend le concept du body snatcher, et lui il utilise les deux. Il utilise à la fois le cri et la lumière blanche comme signe de cet esprit de ruche, quoi.
Dans cette époque-là aussi, on parlait un peu des autres films tout à l'heure. À cette époque-là, bon, on a évoqué très vite fait le film de Toby Hooper, mais il y a aussi le film de Jack Shoulder. Peut-être tu vas en parler. Ouais, donc Eden ou The Eden de Jack Shoulder en 87. Qui est un film très années 80, vraiment très fun. Enfin, je pense que c'est un des plus drôles des films qu'on a revus là. C'est pas exactement du body snatcher, on est plus sur du parasite. Et du parasite, alors moi j'ai regardé le film en mangeant. C'est dégoûtant, mais quelle idée. parce que vraiment le parasite se passe par la bouche, c'est immonde, mais vraiment très fun du coup. Et en plus, la manière de reconnaître, pour le coup, l'alien ne passe pas du tout, la personne infectée ne passe pas du tout inaperçue, puisque l'alien écoute du hard rock pleine balle dans des voitures de sport. Donc c'est vraiment son truc, il dit je veux cette voiture. L'alien est un gros bof. En vrai, c'est ça. Hein. Donc, mais du coup, c'est hyper fun, et surtout tout le début du film est génial. Il y a vraiment une course-poursuite avec du hard rock. Avec des voitures qui explosent à peine quand on leur tire un petit coup de feu, t'en as pour ton argent. Vraiment, c'est à voir. Hein. C'est une curiosité de ces années-là. C'est vraiment. C'est bon son jus, mais c'est rigolo. Il y avait un autre parasite sympathique qui était Elmer le remue-méninge de Frankenheimer, qui lui en fait injecte de la drogue au sujet qu'il parasite, et du coup c'est comme s'il le transforme aussi. Enfin, tu n'es plus toi-même une fois que la drogue est rentrée dans ton cerveau. Voilà, j'y pense tout d'un coup, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais du coup, c'était un alien, Elmer. C'était un dieu. Je crois que c'était un dieu aztèque ou je sais pas quoi. Enfin, tout un truc beaucoup trop longtemps. dont on n'avait pas grand-chose à faire. Enfin, bon, c'était un peu une excuse. Oui. Mais bon, il y avait cette image quand même du gars qui se trimballait avec son parasite dans le cou en essayant de le cacher avec son col et qui en gros était sa marionnette, quoi. Et juste dans Eden, il y a quand même Kyle MacLachlan qui joue. C'est vrai que quand j'ai vu le film, mais que fait-il là? Il s'est perdu. Peut-être que lui aussi devait tourner un autre film et puis il est rentré là par erreur et il est resté. Mais ouais, avec son personnage qui est... on va pas trop en dire, mais... Ouais. Mais ouais, le film était assez étonnant. Vraiment, il était dans ma liste. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et en fait, j'ai vraiment pas regretté. Autre film que moi, j'avais encore jamais vu, c'est la 3e adaptation, donc en 93, Body Snatcher, l'invasion continue, d'Abel Ferrara, que moi, j'ai découvert pour l'occasion et pareil, je suis pas déçue. C'est un de mes préférés du sous-genre. Excuse-moi de peut-être Abel Ferrara, il faut préciser. Ouais. Alors, surtout, là, c'est en 94, mais en 92, il y a eu peut-être la meilleure adaptation qui s'appelle Invasion of the Bunny Snatcher, qui est un épisode de Bugs Bunny. Non, c'est une vanne. Mais en fait, il y a eu un épisode de Bugs Bunny qui s'appelle Invasion of the Bunny Snatcher en 92. Et alors, tenez-vous bien, Bugs Bunny, donc le double de Bugs Bunny, sort d'une carotte géante. Voilà. Non, mais je veux le voir. Je pense qu'on peut arrêter l'émission. Mais pourquoi Alors, elle a fait tout un corpus de films et celui-là, je l'ai trouvé cet après-midi. J'étais là. Incroyable. Bah écoute, je vais le regarder dès qu'on peut parler d'Abel Ferrara. Dès qu'on va terminer cette émission, et du coup, ma curiosité est piquée. Oui, donc toi, tu as une théorie graphique sur ce film? Oui, j'adore ce film. Il m'avait beaucoup impressionné à l'époque où je l'ai découvert. Donc, je l'ai vu en projection presse pour dire à quel point je suis quelqu'un de pas jeune. Mais surtout, ce qui m'avait fasciné, c'est que je n'y reconnaissais pas tout à fait la patte de son auteur supposé, Abel Ferrara, qui, rappelons-le, à cette époque-là, était au plus profond de sa dérive toxicomane, à peine fichu de sortir de son appartement, et je me demandais comment il avait pu faire un film aussi qui tienne autant debout, quoi. Or, il se trouve que ce film est magnifiquement éclairé par son chef opérateur Bojan Baseli. Et le film a je trouve une ambiance froide, glaciale, assez particulière. Et la même année ou l'année suivante, j'ai découvert un autre film qui s'appelait Dernière Limite, Deep Cover en anglais, censément réalisé par Bill Duke. Et le film ne ressemblait absolument pas du tout à du Bill Duke, mais ressemblait énormément à Body Snatcher en termes d'ambiance glaçante, effroyable, etc. Et la photo était de Bojan Baseli. Donc à l'époque, je me suis dit, mais en réalité, c'est Baseli qui réalise ces films et pas du tout les gens qui sont annoncés comme réalisateurs. Bon, il s'en est toujours défendu parce que je crois que d'autres personnes s'étaient fait la même réflexion, lui ont posé la question, il a toujours dit non, rien du tout, rien à voir. Mais
vous voyez les deux, vous voyez le Body Snatcher donc de 93 et Deep Cover, et dites-nous si on délire, mais on a vraiment l'impression que c'est la même personne qui a fait ces deux films-là. En tout cas, moi je trouve que ça pourrait presque être mon favori. J'ai une grosse affection pour le Don Siegel, hein, mais celui-ci m'a vraiment marqué parce qu'il y a quelque chose. En fait, non, c'est parce que le Philip Kaufman, il est effectivement effrayant, mais il est effrayant de façon, je dirais, explicite. Alors que dans cette version-là, il y a quelque chose de pourri, mais on ne sait pas exactement quoi. Bien avant que le phénomène alien ne se mette en place, rien que les scènes d'ouverture, parce qu'en fait ça se passe autour d'une base militaire cette fois-ci, on a des ados qui sortent ensemble, des choses comme ça, en gros assez quelconques, assez communes, mais je sais pas, c'est filmé d'une telle manière que déjà c'est sale. Déjà, il y a quelque chose qui va pas dans cette société, avant même que les aliens n'y apparaissent. Ce qui, pour moi, me renvoyait justement à mon souvenir du Don Siegel, où, comme je l'ai dit, j'étais autant mal à l'aise par le côté policé de cette petite communauté que par les aliens qui allaient l'envahir. Et je trouve que du coup, les scènes qui mettent en scène le body snatching sont hallucinantes. Il y a une séquence donc dans une salle de bain où une jeune fille se fait progressivement envahir par la. Je trouve que la scène est incroyable. Ouais, en fait, il y a une très très grosse vibe body horror dans ce film. Je sais pas si c'est à l'écriture du scénario aussi, parce que Stuart Gordon entre autres est derrière le scénario. Et c'est vrai qu'il y a un côté très, les effets sont assez incroyables. Il y a on voit vraiment ces espèces de petites tentacules qui viennent, qui s'emparent de la personne. Il y a des scènes où on voit l'intérieur des gens. C'est assez bien fichu, je trouve. Et surtout, moi, je trouve que Meg Tilly est hyper flippante. Cette scène où elle dit à son mari, mais où tu vas aller, où tu vas te cacher, il n'y a plus personne comme toi et tout. Elle est en fait, pour le coup, là, c'est plus du tout du body horror, c'est juste une personne filmée dans une maison. Et après, elle fait ce... En Dutch angle. C'est vrai. Et après, elle fait ce cri dont on parlait tout à l'heure, qui est hérité du film précédent de Kaufman. Et moi, c'est une scène qui m'a terrifiée. Et pourtant, le film, je l'ai découvert la semaine dernière chez moi, dans mon canapé. C'était pas du tout impressionnant, c'était pas en salle. Mais je l'ai trouvée hyper flippante. Et je me rapproche un peu de toi, Rafik, quand tu dis que c'est peut-être ton préféré. Moi, j'ai pas encore le recul, puisque je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Mais en tout cas, j'étais assez surprise de cette nouvelle variation qui est hyper différente, mais qui fonctionne hyper bien. Et Véro, t'en penses quoi? Moi, ce qu'on m'a pas dit, c'est que Stuart Gordon avait quand même passé beaucoup de temps à développer le film, donc avec Larry Cohen au scénario. Et je pense que j'aurais bien aimé voir cette version aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux films, c'est-à-dire qu'il y a ces scènes très body horror qui sont vraiment incroyables, et en plus les effets ont super bien vieilli, etc. Et il y a quand même, franchement, moi, il y a vraiment des moments que je trouve insupportables, notamment la voix off de la jeune femme qui commente toute l'histoire. Il y a un enfant, je déteste les enfants dans les films. Oui, mais on le jette d'un hélico à la fin. Et ça, quand même, c'est pas Oui, alors, ok, on le tue, ça va. mais vraiment, ça, c'est un truc où vraiment, il y a ces moments, en fait, où c'est mièvre, et il y a des moments hyper dark. En fait, je sais pas, ça cohabite pas toujours très bien. Le film a pas mal été réécrit, notamment par le scénariste habituel de Ferrara, Nicolas. Mais je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues en cours de route. En fait, ils ont dû garder certains... je pense que c'est bancal, quand même. Ça a été un film, encore une fois, Ferrara, il n'était pas en état de faire un film à l'époque. C'est pour ça que ma théorie, elle vient aussi de ce que je savais dans les coulisses, parce que des gens qui avaient essayé de l'interviewer à l'époque, je veux dire, ils me disaient c'est un cadavre le gars, c'est pas possible. Donc je dis mais parce que c'est pas une grosse production, c'est pas un blockbuster, mais enfin c'est quand même un film qui a coûté un peu plus de pognon que Bad Lieutenant, et tu dis mais comment le mec a pu ne serait-ce que tenir debout sur son plateau, quoi. Mais donc je pense que oui, il y a eu plein de réécritures, et ça se sent, il y a au niveau narratif, on n'a pas la fluidité des deux précédentes versions, notamment la fin semble un peu expédiée, quoi. Après, l'idée
de génie quand même de cette version-là, c'est de le passer dans une base militaire, puisque où est-ce que tout le monde est très uniformisé, c'est vraiment, voilà, même les vêtements, ils sont forcément très disciplinés, donc c'est là d'autant plus difficile de savoir qui est contaminé ou pas, ou qui est juste obéissant, en fait. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas tant exploité, mais il y a quand même certains moments où ça marche. Mais effectivement, moi j'aime bien, comme tu dis, la scène dans la baignoire, elle est incroyable. Il y a une autre scène où ils sont sur des lits, là où elle est à côté de lui, vraiment elle se transforme. Pareil, c'est fou, quoi. Et puis il y a aussi par rapport à la scène de Meg Tilly en question, je crois que c'est le premier film où tout d'un coup il y a une tentation de céder. Ouais. C'est-à-dire que lorsque elle fait comprendre en gros à son mari, il hésite. Toute cette angoisse va disparaître. Il se dit et si j'y allais, quoi. Mais si on se permet ça, c'est parce qu'on sait que le public de l'époque, contrairement à celui des années 70, il commence à se dire, finalement, c'est peut-être que je suis prêt à vendre mon âme pour que toute cette angoisse s'en aille, quoi. Parce que là, 93, c'est quoi? C'est la guerre du Golfe. Oui, tout à fait. D'où la présence des militaires, effectivement. Ouais. C'est quand même... Ouais. Mais c'est aussi une accélération dans le sentiment de chaos des sociétés occidentales, quoi. Donc, je sais pas... comme tu l'as dit au début de l'émission, chacun de ces films amène avec lui aussi l'état d'esprit d'une société, et on voit bien que plus on avance et moins ces aliens nous font peur, enfin en tout cas nous apparaissent comme étant antinomiques, on va dire, à ce qu'on souhaite, quoi. Et puis c'est vrai que dans ce film-là, on n'a pas tant de personnages que ça, on a vraiment comme tu disais, le côté base militaire avec vraiment le corps militaire, on appelle ça d'ailleurs le corps militaire, quoi, et la famille nucléaire avec juste le père, la mère et les deux enfants qui viennent là, qui sont parachutés là parce que le père est muté pour son travail. Et du coup, il y a assez peu d'échappatoires aussi, quoi. C'est un film qui a plus petite échelle, comme on était allé dans le précédent sur une grande ville, là on est vraiment dans un truc qui est même plus vraiment une ville, quoi. C'est une base militaire avec un bar et un square et une école à côté, et il y a ces scènes de l'enfant qui va à l'école et qui voit que tous les enfants, moi j'aime bien cette scène là où il voit que tous les enfants ont tous fait le même dessin, et lui il est au milieu et on lui fait comprendre que il va falloir faire le même dessin que les autres. C'est-à-dire qu'en fait le dessin en question c'est quand même un truc dégueulasse, hyper gore, voilà, qui ressemble un peu à l'intérieur d'un estomac, quoi. Et lui il a dessiné papa maman avec des personnages tout mignons qui font des sourires, et du coup c'est lui l'alien, quoi. Et puis on a après ce personnage de jeune fille adolescente, un peu rebelle, qui est un peu j'ai l'impression que c'est une vibe aussi très années 90, du personnage de l'ado, fille ou garçon, mais de l'ado un peu rebelle avec son blouson en cuir et qui veut pas, qui est saoulé parce qu'il faut suivre son père dans une base militaire alors qu'elle en fait a un peu envie de vivre sa vie. D'ailleurs, je crois qu'il y a des transfuges de Beverly Hills, la série, la sitcom. La fille un peu punk qui est sa copine, parce que de toute façon il y a genre 3 personnes dans cette base, donc de toute façon c'est tes amis par défaut. En tout cas elle joue dans Beverly Hills, c'est sûr, et je crois que la jeune héroïne aussi, elle avait un rôle, donc Beverly Hills pour les jeunes, c'était une série avec plein d'ados à l'époque, voilà, dans ces années-là en tout cas. Et donc les années 90, on est un peu... on en parlait pour préparer l'émission, tu disais que c'était un peu sous l'influence de X-Files. Ouais, en fait, je trouve que c'est plus marqué par le complotisme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même plus ce truc de... déjà, là, dans le Ferrara, il y a l'armée qui est quand même impliquée. Et du coup, il y a plus... notamment avec l'adaptation, l'autre adaptation donc, de l'autre livre, plutôt, de Robert Heinlein, donc Marionnette humaine, dont on parlait, qui était adapté Les Maîtres du Monde en 94. Il y a plus ce côté de non seulement les aliens prennent la place, mais en plus ils vont contrôler, donc ils vont prendre plutôt le contrôle du Congrès, du président, de nani, machin. Donc du coup il y a vraiment ce truc de politique, en fait, de prise de pouvoir politique qui a été instillé avec toute la trame narrative dans X-Files, complotiste en fait, qui est le fil rouge de la série, et de forces autres, notamment aliens, qui contrôleraient en fait les autorités et les hommes politiques. Les X-Files commence sa diffusion un peu après la sortie de Body Snatchers, non? Je crois que c'est 92 ans, X-Files, de mémoire. Oui, d'accord, ok. En tout cas, c'est effectivement l'esprit de l'époque. Je suis complètement, non, c'est peut-être plus tard, mais je me rends pas compte. Mais... Je sais plus non plus, mais je vais vérifier. Je trouve que je dis une énorme bêtise. Bon, en tout cas, c'est dans la vibe.
Et oui, donc en tout cas, l'adaptation des Maîtres du Monde, elle est quand même intéressante parce que donc elle ne prend pas ce détail que je citais tout à l'heure de tout le monde ne se fout pas à poil, dommage. Mais par contre, il y a ce truc de parasite qui est quand même assez intéressant. Il y a Donald Sutherland donc qui fait un rôle. D'ailleurs, c'est très bizarre. Ce film, on dirait qu'il est en ASMR. Tout le monde chuchote en fait. Même je me suis demandé si c'était la VF au début. Et en fait non. Et donc je pense que c'est pour se donner un air mystérieux. Il chuchote pendant tout le film. Et donc Donald Sutherland occupe un rôle principal. Et donc ce truc de parasite, le parasite est quand même super bien fait aussi. Et enfin moi je trouve que le film vaut vraiment quand même le coup d'œil là-dessus. Et il enlève un peu tout ce qui est trop fantaisiste du bouquin pour vraiment se concentrer sur des parasites qui vont contrôler les médias notamment. Et ça c'est un peu nouveau parce qu'on l'avait pas trop dans les versions d'avant. Et les politiques en fait. Et du coup là on commence à sentir que le nerf de la guerre c'est ça quand même. Le contrôle finalement c'est pas juste le paysan qui tond sa pelouse dans le premier film. Non, ça commence à être un peu contrôle plus, de l'information. Ouais. L'information et les politiques quoi. Et ensuite, on a un peu une deuxième partie des années 90 que moi j'aime bien. C'est pas le cas de tout le monde ici, mais on a The Faculty 98 avec Robert Rodriguez et Kevin Williamson au scénario. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je vous le demande. Et moi, c'est un film. Alors, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Moi, je pense que j'ai un petit souvenir un peu attendri du film parce que je l'ai vu. Je crois qu'à l'époque, en 99, il est sorti en France. Moi, je pense que j'étais en fin de 6e et que c'était une de mes premières sorties ciné avec mes copains, mes copines, et donc forcément j'avais trouvé ça super. Et puis le casting, quand t'es ado, le casting autant d'ados que de profs est quand même c'est quand même un gros casting. Et il a ce côté un peu là, c'est l'uniformisation des ados dans l'enceinte du lycée. Il y a ce côté hyper ludique. Bon, c'est un film qui cite littéralement. Il y a le personnage qui a littéralement lu les bouquins et tout. C'est ce que Scream est pour le slasher, mais exactement. Pour le body snatcher quoi. Exactement, c'est exactement le même truc. Et il y a le côté un peu la BO est cool, il y a le côté un peu ludique de pour trouver les monstres, on leur fait prendre de la drogue parce que Josh Hartnett est le mec le plus cool du lycée. Malgré cette coupe de cheveux improbable. Atroce. Qu'il avait également dans je sais plus quel Scream où il a un peu la même coupe de cheveux. Enfin, catastrophe. Mais ouais, donc il y a ce côté un peu film pour ados. Mais moi, en le revoyant, j'ai pas passé un si mauvais moment. Je pensais que ça avait mal vieilli. Ou alors c'est peut-être moi qui avais mal vieilli. Moi, je l'ai revu à la hausse. Je sais pas si je suis nostalgique, mais vraiment, ça a commencé sur du Offspring. J'étais là, oui, mais je me roule là-dedans en fait. Moi, je l'avais mis en fond et je comptais faire autre chose en même temps. Puis je fais, non, vous m'avez, et je suis venue m'asseoir. C'est ça. Et puis, ouais, finalement, c'est assez drôle. Ça se prend pas trop sérieux, en fait. Je trouve que c'est un peu à mi-chemin entre la parodie et le film de Body Snatcher. Mais il y a quand même un paiement à la fin, parce qu'il y a quand même un énorme monstre. Enfin, c'est quand même très spectaculaire comme finale de tous les films qu'on a vus. C'est quand même le plus spectaculaire. Donc, oui. Et puis, tous ces acteurs, franchement, c'est hyper drôle. Enfin, après, il y a trop de références. Ça devient n'importe quoi. C'est Kevin Williamson, quoi. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, elle cite les livres, elle cite les films, elle cite il dit marionnette humaine, en fait Jacques Finet l'a tout pompé dessus. Bon, c'est faux, j'ai lu, maintenant je sais que non. Mais ouais, en tout cas, c'est finalement, alors moi, comme je te disais, je l'ai revu à la hausse parce que moi, à l'époque, je suis un petit peu plus âgée que toi, j'étais déjà un peu snob du fantastique, je lisais Mad Movies, n'est-ce pas? Et du coup, j'étais un peu, ouais, c'est bon, quoi. Et en fait, d'ailleurs, anecdote rigolote qui te concerne, Rafik, j'ai lu ton interview de Robert Rodriguez. Ouais, et c'était à mourir de rire parce que vraiment les interviews à l'époque c'était autre chose et vraiment tu termines ton interview en disant mais vous seriez allé le voir vous votre film. J'étais là mais quel culot, j'adore. Ça s'est pas très bien passé. C'est la transition que tu nous offres là justement. On m'avait dit de te questionner sur cette interview. Ah trop bien. C'est une interview où on s'est détesté cordialement l'un l'autre, mais assez rapidement. Il a vite compris que j'avais pas trop aimé son film. Il était assis, il était allongé sur le canapé. C'était vraiment. J'avais l'impression de ne voir que sa bite, quoi, tellement il était en arrière, en mode je m'en balèque. Et il me regardait pas. Et il s'est emparé d'un carnet de feuilles qui était sur la table de l'hôtel et il s'est mis à griffonner des trucs. Et là où c'est très très mal passé, c'est que donc dans le film il y a une séquence où ils essaient de se tester donc avec de la drogue pour voir qui est contaminé par l'alien ou pas, enfin par le parasite ou pas, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et la scène est entièrement construite sur le modèle de celle de The Thing, le test sanguin de The Thing. Et donc je lui dis
vous avez pas l'impression d'avoir repris The Thing dans cette scène-là? Il fait, bah oui, évidemment. Genre, en mode, mais pourquoi tu me poses la question, quoi? Et moi, de lui dire, mais enfin, voilà, c'est pas votre film, The Thing. Vous avez peut-être pas le droit de le refaire et tout. Vous faites un film pour des ados qui n'ont pas vu forcément le film de Carpenter. Moi, j'ai vu The Faculty avant The Thing. Hein. Voilà. Et sa réponse, que je trouvais d'un cynisme royal, c'était, mais enfin, quel ado aujourd'hui va aller regarder un film comme The Thing, franchement donc en mode, j'ai le droit de pomper ce que je veux, parce que de toute façon, les gens regardent pas les films anciens. Et c'est vrai que je l'ai mal vécu, quoi. Et l'interview s'est donc terminée de façon assez glaciale, et il m'a tendu le carnet sur lequel il griffonnait depuis le début, et il y avait dessus le dessin d'un chien qui tenait un magnétophone, un chien avec des yeux très las et très plats. Et il m'a dit, tiens, ça c'est toi. Est-ce que tu l'as gardé? Oui, je l'ai encore. Je voudrais le voir un jour, s'il te plaît. Incroyable. On n'avait pas publié d'ailleurs ce dessin dans le magazine. Ça me dit rien, je peux le retrouver. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup aimé Faculty. Et je maintiens cette position. Est-ce que tu l'as revu? J'ai bien senti que c'était une grande partie de votre jeunesse voilà, que le film contenait. Non, mais oui, c'est vrai. Après, oui, clairement, même il y a Robert Patrick qui refait quasiment le même rôle que dans Terminator 2. Là, bon, et d'ailleurs, voilà, c'est bien de préciser effectivement que pour le coup, il avait sa place, puisque le Terminator est par définition un body snatcher. Il tue les gens et c'est vrai, remplace. Il peut refaire leur voix comme Schwarzy dans le premier, mais tout simplement les remplacer comme le fait le T-1000 de Robert Patrick dans le deuxième. D'ailleurs, on n'a pas du tout abordé cette question-là sur l'origine de cette figure là, bien avant le bouquin de Jacques Finet, puisque en fait c'est le doppelganger. C'est la figure du double. Voilà, la figure du double, voilà, qui a vraiment explosé au milieu du 19e siècle, notamment dans les pays anglo-saxons, que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre, puisqu'en fait on a quoi? Alors, je sais qu'il y a Dostoïevski en Russie qui avait fait donc le double. On avait les frères Grimm donc je crois que c'est eux qui ont popularisé le terme doppelganger. Donc en gros, le doppelganger, c'est cette figure du double que le héros va voir un jour et qui annoncerait sa mort prochaine, et donc son remplacement par cette figure. Et en fait, c'est une figure qui a raconter quelque chose de son époque, parce que c'est une époque d'industrialisation où les campagnes sont en train de changer, où les villes sont en train d'éclore, et où les gens sont en train de comprendre confusément qu'il y a tout un monde qui va mourir, et que ce nouveau monde va le remplacer. Et donc la figure du double, elle est là aussi pour annoncer que tu peux rien faire. Elle va finir par te remplacer. Mais en fait, ce mythe du doppelganger, on le retrouve même dans des romans comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, ou le portrait de Dorian Gray. Donc en fait, ça a contaminé toute la littérature fantastique ou assimilée du 19e siècle. Et c'est vrai que d'une certaine manière, l'Alien vient la rénover, on va dire, au milieu du 20e, mais le thème profond, et quand on parle de grands remplacements depuis le début de l'émission, on fait des blagues autour de ça, c'est qu'en fait, cette phobie actuelle qu'on est en train de vivre, elle participe aussi de ça. C'est-à-dire qu'on sait bien que le monde dans lequel on vit, il est en train de mourir. On ne sait pas ce qui nous attend après, en réalité. Mais c'est la peur du changement. On se crée une image du double qui est venue pour nous remplacer. C'est vrai qu'on s'était dit avec Marie qu'on se concentrait sur les aliens, parce que sinon le sujet est tellement vaste, parce qu'il y a aussi tout ce qui est tous les robots. En fait, aussi, il y a aussi plein de films où c'est des robots qui remplacent des humains. Donc, du coup, sinon, on y passait 4 heures. Ouais. Et puis... pour le coup, Edgar Wright, qui est vraiment, que moi je trouve un des meilleurs synthétiseurs de culture pop qu'on ait eu au 21e siècle. Ah, c'est pas Robert Rodriguez? Non, c'est pas Robert Rodriguez. Robert Rodriguez est trop occupé à jouer de la guitare et de la PlayStation. Xbox. À l'époque de ses premiers films, c'était une PlayStation sur laquelle il passait ses journées. Il n'y avait pas encore de Xbox. Mais je trouve que ce qu'il a fait avec le dernier bar avant la fin du monde, c'est vraiment le body snatching. Le dernier pub avant la fin du monde, c'est vraiment le body snatching ultime, quoi. C'est-à-dire que tout est là. À la fois au niveau visuel et au niveau thématique, on l'a dit. Donc il y a visuellement, il utilise à la fois les yeux des enfants
du Village damnés et le cri du film de Philippe Kaufman. Et au niveau thématique, il passe par toutes les phases, en fait. Il passe par tous les bars aussi. Il passe du coup par tous les bars, voilà. Mais ce qu'il essaie de faire dire à ces personnages dans le film, c'est qu'en fait, ils ont effectivement peur d'un remplacement qui est inévitable. C'est le retour de personnages dans leur ville d'enfance, et ils sont hyper contents de retourner, enfin surtout hyper contents de retourner dans un bar très typique, dans un pub très typique de leur enfance, et ils s'aperçoivent que la plupart des bars ont été rachetés et qui sont en train de devenir des modèles, enfin des franchises en fait. Et c'est la franchisation, je sais pas si le mot existe, mais la franchisation des campagnes, et comme les petits cafés deviennent des Starbucks, là les pubs et lui, il est rattaché à son passé. Ouais, c'est ça. Ils ont tous gardé leur nom mais ils ont tous la même disposition, et personne ne les reconnaît. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure du fait qu'on retarde la découverte par les personnages. Là, en fait, ils ont l'impression que les gens ne les reconnaissent plus, et ils ont l'impression de pas avoir laissé une grande impression dans la ville de leur enfance. Ils sont un peu déçus, mais c'est parce qu'en fait, les gens sont transformés, et il y a ce côté qui est assez marrant. Et on parlait de la question de la névrose et de ce désir plus ou moins conscient d'aller rejoindre justement cette meute désindividualisée pour justement se perdre sa névrose. Et le personnage principal, donc qui se fait surnommer The King, en fait, il est le produit de cette névrose. C'est-à-dire son individualité extrême, elle est marquée par le fait que, en gros, il est fracassé de la tête, quoi, et que c'est ça qui lui garantit d'être unique, mais unique au fond dans sa douleur et dans son malheur, là où tous les autres enfin, cette idée aussi du calme collectif, elle est intéressante. On avait ça dans le film de Narciso Ibáñez Serrador, les révoltés de l'an 2000, où en fait ces enfants se comportaient aussi comme ça, pas comme des enfants, pas comme des enfants, mais comme une ruche, comme un truc bien organisé. Ça les rendait inquiétants. Mais en fait, les adultes qu'ils avaient en face d'eux et qu'ils allaient tuer, c'est eux qui avaient des problèmes, c'est eux qui avaient un problème en fait. C'était pas les gamins, ils avaient pas de problème à vivre comme ils vivaient. Et voilà, je trouve que tout le discours. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal tapé à la sortie du film sur le discours final du film d'Edgar Wright, hein, mais moi je le trouve juste en fait, juste pour les deux camps, c'est-à-dire pour le camp collectiviste comme pour le camp individualiste. Je me souviens un peu de la fin. En fait, c'est un dialogue avec une entité qui est basiquement, dont on comprend que c'est une entité quasi électronique en fait, qui est en train de lui annoncer, mais t'as plus de validité dans le monde qu'on est en train de construire. Et ce monde, alors bon, basiquement, c'est les réseaux sociaux, et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, ils nous invitent à nous perdre dans la masse, quoi. C'est-à-dire à faire la même chose que tout le monde, à dire la même chose que tout le monde, sachant qu'il y a un gros algorithme qui surveille tout ce qui va un peu sortir de l'ordinaire, et qui se mettra immédiatement à crier en pointant du doigt, et que beaucoup de gens, au fond, se disent: mais j'ai envie de baigner là-dedans. J'ai envie d'être finalement une personne sans aspérité, sans originalité, sans intimité. Éventuellement sans intimité. Et puis voilà. même quand tu scrolles, les vidéos Instagram, TikTok, etc. C'est tout. Enfin, on appelle ça les trends TikTok, où tout le monde se met à faire la même vidéo, le même truc sur la même forme de déclinaison, et en fait je pense qu'on se fait volontairement body snatcher au final. On est consentant. On a tous abdiqué au discours de Meg Tilly et des autres qui nous disaient: viens, il y aura plus de douleur. C'est vachement mieux. Et dans le film d'Edgar Wright, du coup, on en vient, l'individu forcené en vient à souhaiter la destruction du monde pour pouvoir renaître en tant qu'individu, et c'est pour ça que le film se termine littéralement par un délire post-apocalyptique, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Dans le post-apo, il y a aussi quelque chose de l'ordre de: oui, c'est le bordel, oui, il n'y a plus de civilisation, mais je suis qui je suis. J'en avais parlé avec Jean-Pierre Dionnet, j'ai toujours pensé que Meta Hurlant avait en réalité été l'inventeur du post-apo plus que n'importe quel autre endroit au monde, quoi. Sachant que même Mad Max est inspiré par Metal. Et Dionnet me disait que oui, c'était effectivement leur esprit à l'époque. C'était: oui, ça sera un monde détruit, mais d'une certaine façon débarrassé de toutes les scories de cette société qui nous étouffait, en fait. Oui, à la base, c'est un peu l'esprit punk et anarchiste qui est en fait plutôt tout détruire et repartir de zéro. On crame tout, voilà. mais il y a un côté ouf, on s'est un peu purifié. Tu vois, voilà, on est devenu
brutes, mais des brutes honnêtes, intègres, quoi. Donc je trouve ça intéressant que Edgar Wright en arrive presque aux mêmes conclusions, quoi. Pour échapper au body snatcher, il faut devenir un animal incontrôlable, quoi. Et c'est d'ailleurs l'image de Kevin McCarthy à la fin du film, hein. C'est le dernier humain, c'est littéralement un mec qui est en train d'aboyer sur tout le monde, sur toutes les voitures qui passent, quoi. Est-ce qu'on passerait pas au dernier film, en tout cas dernière adaptation officielle? Il y a encore plein d'autres films dont on va parler, mais je pense qu'on va faire assez vite sur celui-là. D'autant plus qu'il est très difficile à voir, parce que moi j'ai pas réussi à le voir pour cette émission. C'est en 2007, donc c'est le Invasion d'Oliver Hirschbiegel. Cette fois, donc c'est encore une nouvelle variation du roman. Cette fois, c'est un virus qui est à l'origine de la mutation. Ça se propage un petit peu comme le Covid au final, hein. C'est par les sécrétions, par l'air, fluides, ouais. voilà. Et ça change carrément l'ADN de la personne. On a des plans qui ont très mal vieilli, alors que le film est clairement pas le plus vieux. De cellules qui se font contaminer. Ouais, c'est gênant. Bon, le film est très pénible à suivre. Ça tient plus du téléfilm que du film. En fait, il a voulu être plus sobre et au final, il enlève tout ce qui fait la particularité du body snatcher, c'est-à-dire qu'on n'a plus les pods, on n'a plus ce truc de dédoublement et du coup, comme tu dis, pour moi, ça s'approche plus d'un film catastrophe avec une épidémie. Donc voilà, après, super original finalement, c'est une femme l'héroïne et c'est plus un homme, donc ils ont inversé les gens. Donc c'est Nicole Kidman qui tire le rôle titre avec Daniel Craig qui la seconde. Voilà. Et le film, comme le film de 56, le film s'ouvre sur un flashback. Et c'est pas très heureux, quoi. Il y a encore un enfant. Non, mais en plus, moi je déteste ce genre de personnage d'enfant un peu spécial qui, lui, voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas, comme si les enfants avaient un cinquième sens. Enfin, non, sixième, parce que 5, on en a en fait. N'importe quoi. Bref, donc du coup, et en plus, il y a une référence pas subtile du tout. Il y a un dîner avec un russe, c'était là. Ça va, on avait compris que le premier film parlait un peu de communisme. Oui, ils disaient un truc du genre est-ce que c'est une maladie d'être russe? Je sais pas quoi. C'est vraiment la lourdeur incarnée. Les gros sabots, quoi. Bim, bim. Et surtout, la fin, qui, en fait, et c'est là où on voit un peu la limite du body snatcher, peut-être. Il faudrait qu'il y ait une adaptation aujourd'hui pour voir ce qu'en ferait un cinéaste. Mais en fait, c'est-à-dire que vraiment, à la fin, Nicole, tu la vois qu'elle a douté, en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, plus ça va, plus finalement, ça a l'air tentant, ce monde de body snatcher. Et là, à la fin, quand elle voit que, à un moment donné, là, il y a tellement d'invasions qu'il n'y a plus de guerre, tout va bien, genre vraiment, Israël-Palestine, c'est fini et tout, t'es là, waouh. Et finalement, ils arrivent à trouver un antidote et c'est fini, il n'y a plus d'invasion. Et toutes les guerres reprennent. Et Nicole, elle regarde la télé, elle fait peut-être fait une connerie là, en fait. Vraiment. Le regret. Ouais. Et du coup, c'est là où ça met un trouble, en fait. C'est-à-dire, en fait, quand l'humanité commence à être difficile à défendre, en fait, plus les années passent. Et puis tu dis finalement, les petits pods là, ils n'avaient pas raison. C'est peut-être mieux finalement de pas être amoureux, de pas avoir d'émotions, de pas faire de guerre, etc. Et en fait, le cinéaste n'a pas réussi à retourner ça pour donner encore une bonne raison de combattre cette invasion, en fait. Donc c'est quand même terrible, c'est-à-dire que lui-même il est à court d'arguments en disant peut-être pas, en fait. Donc du coup c'est un peu étrange cette fin, je sais pas ce que t'en as. Ouais, mais pareil, je me suis dit mais c'est ça le happy end. C'est un peu c'est dark, hein, franchement. Ouais, c'est un peu étrange. Et puis il y a ce côté espèce de crainte d'une menace bactériologique que le gouvernement nous cacherait. En fait, il y a un truc complotiste mais sans aller jusqu'au bout. Enfin vraiment c'est tiède, en fait. Ouais, exactement. Le film il tire plusieurs trucs mais il va au bout de rien et il est un peu je dis rien mais j'en pense pas moins, c'est vraiment ça, quoi. Et puis en fait surtout il est très oubliable, hein. Moi, je l'ai découvert la semaine dernière. Il y a des courses-poursuites en bagnole. Ouais. Oh là là, quel ennui, quoi, franchement. Justement, c'est une des scènes qu'ils ont rajoutées parce que donc le studio était pas content du film une fois que le film a été rendu et donc ils ont appelé les deux sœurs Wachowski pour réécrire une partie du film et un nouveau réalisateur. Et c'est James McTeague, qui avait fait V pour Vendetta, qui a tourné, mais à ce que j'ai compris à l'époque, presque 30% du film a été refait. Il y a beaucoup de reshoots, notamment cette scène de course-poursuite dont tu parles. Et la scène de course-poursuite, il y a eu un accident d'ailleurs. Où en fait la voiture était pas bien sûr pilotée par les comédiens mais par des cascadeurs et
a pris un mauvais virage, ils se sont pris un poteau. T'as deux cascadeurs qui ont été hospitalisés. Et Madame Kidman est partie à l'hôpital. Donc en fait, ça avait fait la une des feuilles de chou, alors qu'elle a dû juste se retourner un ongle vaguement, quoi. Mais voilà. Mais bon, tout ça ne sauve pas le film. Hein. Alors, la seule bonne idée, on va dire, j'essaie de sauver quelque chose quand même pour ce film, c'est que c'est le seul film où c'est les humains qui doivent prouver qu'ils sont des infectés et non l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le test, dans ce film-là, il se fait toujours dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est toujours des humains... c'est les aliens qui testent les humains, en fait, alors que dans tous les autres films, c'était les humains qui testaient des gens pour savoir si c'est des aliens. Là, c'est les aliens qui testent... Enfin, les aliens, les infectés, on sait pas trop, du coup, qui testent les gens pour savoir si oui ou non ils ont des émotions et du coup faire non. Je n'ai pas d'émotion. Voilà. Donc, Mais il y avait un truc que je trouve intéressant, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai pas vu le film. Hein. Je me suis intéressé un peu à sa production, mais je l'ai toujours pas vu. C'est que les Vachos avaient aussi un petit peu joué avec le body snatching dans la saga Matrix, puisque donc l'agent Smith avait ce pouvoir de pouvoir se dupliquer dans les autres. Et c'est aussi devenu peut-être la seule bonne idée de Matrix Résurrection, qui est dans la scène finale de poursuite, cette idée que la matrice leur balance tous les gens à la gueule, en fait. Et donc tous les gens se mettent à sauter des immeubles, etc., comme des bombes humaines, en fait. Et ça nous renvoyait à la fois à l'image du zombie et à l'image du body snatcher. Donc c'est bizarre qu'ils soient passés à côté lorsque la Warner les a appelés au secours sur ce. Ouais, mais est-ce qu'on pouvait sauver à mon avis, les conditions de production étaient très compliquées. Je pense que c'était compliqué de transformer ça en quelque chose de bon. L'anecdote marrante, comme quoi j'adore les producteurs hollywoodiens et leur façon très radicale de voir les films, c'est que le film s'est évidemment planté, il n'a pas fait un copec, et à la même époque, il me semble qu'il y avait eu le Blindness avec Julianne Moore. Donc pareil, film fantastique porté par une grande actrice qui avait pareil pas fait un copec non plus, et du coup le mot avait été dit à Hollywood: nous ne ferons plus de films de fantastique avec des actrices connues parce que le public ne veut pas les voir. Drôle de conclusion. Il y a un pattern là, ça doit être ça. C'était pas que les films étaient pourris, c'était parce que c'était des sûrement actrices. ça. Ouais, je pense. Il y a aussi un autre film que tu as vu. J'ai donné de ma personne. J'ai essayé de voir sur tes conseils, suggestions, et j'ai pas tenu plus de 2 minutes, donc je vais te laisser en parler. J'ai vu en 3 fois parce que pareil, c'était un peu difficile. Voilà. C'est Les âmes vagabondes ou The Host, donc de 2013 de Andrew Niccol. Andrew Niccol, qui était connu pour avoir fait un super film que moi j'adore, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Mais depuis, voilà. Et donc, c'est adapté d'un livre de Stephanie Meyer, à qui on doit la saga Twilight. Donc, on est quand même un peu dans la même... ça a été fait dans le même chaudron. Hein, donc, il y a des petits résidus de trucs. Et notamment, les amourettes. Elle arrive quand même à faire un triangle amoureux entre une jeune femme, son hôte, qui est à l'intérieur d'elle, et 2 autres jeunes hommes que moi, je suis incapable de différencier physiquement, puisque pour moi, c'est les mêmes. Donc là, on est peut-être dans le thème de savoir qui est qui, d'ailleurs. Hein. Ça marche bien avec le body snatch. Mais la seule idée intéressante, je trouve que c'est que l'invasion, elle est finie depuis longtemps. Et donc, on est vraiment dans un espèce de monde futuriste où tout est lissé, tout est polissé, tout est en miroir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, pas pratique, mais voilà. Et donc, il y a Diane Kruger, qui est une méchante, méchante en tout cas parce qu'elle traque les derniers résistants humains. Et donc, elle attrape cette jeune fille, elle lui met une note. Et ce qui se passe, et là, c'est vraiment un procédé horrible, c'est que la jeune fille, dont c'est le corps, va continuer à parler en voix off à son hôte, qui, elle, parle avec sa voix. Donc déjà, entendre quelqu'un qui dit « Au secours, mais sortez-moi de là, je suis à l'intérieur de ce corps, mais personne ne le sait », c'est l'enfer. Et c'est vraiment comme je le fais, en plus. Donc, voilà. Et donc, du coup... C'est bien, on n'a pas besoin de voir le film. Voilà, je vous l'ai fait, là. Et donc, elle se parle. Et en plus, après, c'est vraiment des trucs très dramatiques, du genre « Oh là là, mais elle va embrasser mon copain. Je ne veux pas qu'elle l'embrasse, même si elle l'embrasse avec mon corps. » Et là, c'est ça le seul enjeu du film, quoi. Franchement, pas loin. Je suis contente de pas avoir regardé plus de 2 minutes. Et surtout, en fait, encore une fois, on se demande pourquoi est-ce qu'il résiste. Parce qu'il pourrait être dans des voitures en miroir, littéralement. J'invente rien, les voitures sont en miroir. Donc, pourquoi vivre sous terre, se faire se galérer avec des bouts de cailloux pour manger, quoi. Donc voilà. Donc,
finalement, ce qui ressort une fois de plus, c'est que l'humanité, l'amour, c'est spécifique à l'humanité. Et là, en plus, il y a une espèce de happy end où les entités, finalement, elles disent « Oh, finalement, les humains, vous êtes vraiment... On a conquis toute la stratosphère de l'univers. Vous êtes uniques. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et on vous adore. Et donc, on va peut-être trouver un moyen de cohabiter, et tout. » Donc, encore une fois, c'est très fadasse. Ça vide complètement l'idée... du questionnement, oui, on est très loin de toutes les thématiques dont on a parlé. Ça dure 2 heures. Oui, c'est ça aussi qui m'a fait me dire je n'ai pas 2 heures de temps à perdre et j'ai revu le Edgar Wright à la place. En fait, c'est intenable. Et j'ai revu The Thing. Enfin, moi, j'ai regardé en 2 fois. C'était mieux. En 2 fois, ça peut passer, mais bon, en faisant quelque chose en même temps, quand même, voilà. Ouais, c'est le film pour plier son linge. Ouais, il faut avoir beaucoup de linge. Des chaussettes, beaucoup de chaussettes. Tu plies les chaussettes de tes voisins. Ouais, donc il y avait aussi toute une liste d'autres films, dont le Significant Other de Robert Oslen de 2022. Que tu as vu plus aussi, récent, ouais. Tu l'as vu toi aussi ou pas? Je l'avais vu, je crois, mais je l'ai un peu oublié. Alors, il est totalement dans le thème pour le coup, mais alors pour moi, je me suis notée, c'est un peu à la sauce Elevated Horror, genre on va être un peu plus malin, donc on va mettre une maladie mentale, une maladie mentale à un trouble psychologique, en tout cas à l'héroïne. Ça se passe dans la forêt, donc c'est un espèce de huis clos dans la forêt, on va dire, parce qu'il n'y a que 2 personnages. Et surtout, ça repose sur un twist. Je sais pas si je le révèle ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, on croit que c'est un personnage qui est infecté, finalement c'est l'autre. Et justement, ce twist tient à cause du trouble psychologique de l'héroïne. Et en fait, une fois que ce twist est passé, il y a une rupture de ton qui ne marche plus du tout. Enfin, vraiment. Le film est très curieux. Ouais, c'est quasiment loufoque après. Et vraiment, c'est très bizarre. Et encore une fois, alors il y a un système de cocon. On peut pas lui enlever ça. On a du cocon, mais les règles sont pas toujours respectées. Puis il y a toujours ce truc de vous les humains, vous aimez. Et je n'avais jamais vécu l'amour avant. Et en fait, c'est formidable. Aucune autre planète, personne ne s'aime. Donc voilà. Et du coup, peut-être que je vais vous emmener sur ma planète et ce sera super. Ah ben non, j'ai pas envie. Voilà. Bon, je vous ai fait... pas la peine de voir ce film. Je vais arrêter de voir des films et tu vas me les raconter. Ouais, je te les pitch quand tu veux. Mais du coup, c'est un peu... voilà, je pense... En fait, la question, c'est qu'est-ce qui reste à raconter du film de Body Snatcher aujourd'hui, et ce serait quoi un bon film de Body Snatcher aujourd'hui? Moi, je trouve que ce qui n'a pas encore été assez exploité, c'est ce qu'on a un tout petit peu plutôt dans les adaptations de marionnettes humaines, c'est-à-dire vraiment la manipulation par les médias, par exemple. Je trouve ça intéressant et il y a vraiment des métaphores très réalistes à faire là-dessus. Et puis ce que tu disais un peu sur les réseaux sociaux, enfin peut-être qu'après j'ai pas revu l'Edgar Wright, donc peut-être qu'il est totalement dans le thème et que c'est déjà fait, mais peut-être. Ça parle pas des réseaux sociaux pour le coup. Oui, non, mais c'était plus ou moins contenu dans le discours final parce que c'est une machine avec laquelle il discute à la fin. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport à l'époque d'aujourd'hui, on est dans ce truc d'où en même temps faut suivre des trends, mais se distinguer, tu vois. Donc on est un peu entre les deux, et je trouve que Body Snatcher potentiellement ça peut coller à ce truc où t'as envie d'en être sans en être en fait. T'as même le côté où si on part sur le truc des réseaux sociaux, t'as des influenceurs ou des influenceuses qui sont générés par des IA. Et est-ce que c'est pas le stade ultime du Body Snatcher au final, où c'est même pas un vrai être humain, c'est une espèce d'illusion d'être humain, et est-ce qu'on a pas bouclé la boucle de ce côté-là, quoi? Mais d'ailleurs, tu me fais penser à ça, c'est que j'ai vu une série il y a pas longtemps qui s'appelle Living with Yourself, en fait, où c'est Paul Rudd qui est dans cette série, et il se fait en fait cloner une meilleure version de lui-même. Et normalement, on te bute en fait, et c'est ta meilleure version de toi qui prend la main, sauf que lui il meurt pas en fait, donc du coup il est en double avec lui-même, et vraiment là on est dans le doppelganger pour le coup, parce qu'il est vraiment avec la version qu'il aurait pu être, et donc il y a un triangle amoureux, et ça soulève plein de questions. Cette série pour le coup, je viens d'y penser à l'instant, c'est con, mais ouais, du coup elle est vraiment dans ce thème là de double et d'être confronté avec une autre version de soi, et savoir finalement on en revient à qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, et qu'on est humain, et qu'on est qui on est, c'est-à-dire est-ce que une version améliorée de nous-mêmes, est-ce que c'est quand même nous-mêmes en fait, et du coup comment on se différencie, enfin vraiment c'est assez vertigineux en fait les questions que ça pose, et voilà, je pense qu'il y a encore de quoi faire. C'est marrant parce que j'en ai parlé hier dans un tout autre débat et dans un tout autre sujet, mais lorsqu'un enfant à 6-7 ans commence par il y a un processus de maturation inévitable,
qui fait qu'il va devoir se détacher de ses parents. Généralement, enfin pas dans beaucoup de cas, pas systématiquement, il y a chez l'enfant un moment de délire paranoïaque dans lequel il pense que ses parents ne sont pas ses parents. Qu'il est sous surveillance. Alors peut-être que ça t'as vécu un truc similaire. Moi, je l'ai vécu également. Et en fait, ça fait partie du processus de détachement, de tentative de se dire, mais en fait, mes parents, c'est pas moi. Je suis autre chose que eux. Mais du coup, ils apparaissent tout d'un coup comme horriblement étrangers. Et ça devient très, très, très inquiétant. Et je me demande même si ça n'a pas été utilisé dans le cinéma, en fait. Le film de Bob Balaban, Parents, jouait un petit peu, j'ai l'impression, avec cette image-là. Donc, dans cette crainte originelle, il y a du doppelganger, il y a du body snatching, tu vois, et en plus le gamin c'est vraiment l'être sans défense. Personne va l'écouter il peut pas aller voir le voisin et lui dire c'est pas mes vrais parents, etc. C'est des faux et tout. Donc il est complètement à la merci de cette étrangeté. Mais en réalité c'est un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le désir de s'individualiser, j'ai pas exactement le terme, et en même temps le regret de devoir le faire, c'est-à-dire de dire mais en fait c'était bien quand je me posais pas de questions, quand je me faisais torcher les fesses, quand on me tendait la cuillère dans la bouche, j'avais rien à faire, j'étais juste complètement dans la matrice, quoi. Et là, plus je vais devenir un individu, plus je vais m'éloigner de ça, et plus je vais devoir survivre, quoi, et c'est inconfortable. Donc on est encore tiraillé entre. C'est vrai que dans Matrix, pilule rouge, pilule bleue, c'est ça. Exactement, hein. c'est ça. Ouais. La pilule bleue, elle te permet quand même de plus te poser de questions et ouais, c'est reposant, quoi. Parce que c'est dur d'être un individu. C'est vrai. Donc pilule bleue, pilule rouge. Je sais plus qui est qui. Violet, ça existe. Est-ce qu'on a fait le tour Juste une dernière série. C'était Branded, une série de 2016 qui là pour le coup c'est plutôt une série de parasites, mais c'est vraiment au sein de la Maison Blanche et vraiment c'est une série formidable et elle correspond à l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc du coup c'est intéressant enfin moi je l'avais vue au moment où elle sortait, mais la revoir en ayant ça en tête c'est hyper intéressant puisque donc il y a vraiment tout l'appareil politique américain qui est contaminé par des aliens en fait qui prennent le contrôle et qui rendent les gens plutôt débiles en plus. Donc ça colle bien avec Trump. Et en fait, oui, je me suis fait une réflexion aussi. J'ai l'impression quand même que, à part pour le doppelganger, où il y a des films en dehors des États-Unis, c'est quand même ça n'a pas trop été fait ailleurs qu'aux États-Unis comme motif. Et je me suis demandé en fait si c'est pas un peu j'ai plus le mot. Bref, le fait que les États-Unis en fait craignent qu'on leur impose une culture ou une manière de vivre, alors que eux-mêmes ont une espèce d'hégémonie sur le reste de l'Occident, je trouve ça assez paradoxal en fait et plutôt. Oui, c'est surtout que c'est un pays qui s'est quand même construit. Quasiment au niveau mythologique comme le pays de l'individu. Enfin, c'est le pays du capitalisme, du consumérisme, voilà, comment on appelle ça, du libertarianisme. C'est le cow-boy solitaire, tu vois, sur son cheval. Et en plus, pendant un siècle, leur principal opposant, c'était le bloc de l'Est qui représentait le collectivisme poussé à son paroxysme. Donc je pense que c'est entre guillemets normal que ces fictions-là ne puissent vraiment exister qu'aux États-Unis, parce que bon, comment les Japonais peuvent-ils traiter le thème du body snatching alors que pour eux le conformisme est une question de survie. Oui, mais du coup je parlais que ça passe par des œuvres culturelles qui justement que la culture américaine dans le cinéma notamment en fait elle est quand même écrasante en Occident en tout cas. Oui. Donc c'était là où je trouve ça un peu paradoxal en fait. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle du Japon. Le Japon, du fait de sa position géographique, c'est un pays que s'ils n'étaient pas hyper disciplinés en termes de tout le monde fait la même chose au même moment, ça fait longtemps que le pays serait parti en vrille, quoi. Donc pour eux, fonctionner comme selon l'esprit de ruche, c'est quasiment une question de survie, tu vois. Donc ils vont pas se mettre à flipper de ça puisque c'est leur quotidien d'une certaine manière. Et nous parfois quand on est confronté
à cette culture-là, on trouve ça effrayant. Sur place, on se dit mais c'est fou là, ils font tous comme on leur dit de faire. Soyez un peu vous-même, dites merde, fuck la société, tu vois, je sais pas quoi. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un réflexe occidental. Mais c'est vrai que la France, qui est censée être le pays du coq, comment dire, fier à bras et un peu individualiste aussi, on n'a pas trop cette tradition. Ni dans le cinéma, ni dans la littérature, ou en tout cas, je le vois pas tout comme ça. Je vois pas non plus. On parlait du Japon, il y avait aussi un film japonais dont tu m'avais parlé. Est-ce que tu veux en dire deux mots ? Alors, je l'ai pas revu, c'est Goke Body Snatcher from Hell, c'est un film de 68. Et bon, c'est vraiment pour les complétistes là, parce que c'est vraiment... c'est... une curiosité, on va dire, où il s'agit d'invasion extraterrestre et de contamination aussi. Mais on est entre le zombie, le body snatcher, il y a un peu tout ça qui se mélange, un avion qui s'écrase, enfin... voilà, c'est un peu difficile à pitcher, mais je l'ai pas revu, donc du coup je me sentirais pas forcément à l'aise d'en parler. Mais en tout cas, clairement c'était peut-être un des rares exemples de body snatcher. Mais ça sent hybride. Voilà, et je me dis 68, il y a peut-être ce côté un peu plutôt fantaisiste qui a voulu un peu mélanger tout ce qui se faisait ailleurs dans un même film. Donc je te dis avec du zombie, des symboles, voilà, ils ont des fentes sur le front, enfin qui s'ouvrent, enfin c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est très. J'ai pas eu le temps de le voir, mais ça, tu m'as un peu intriguée. Ouais. Mais je me souviens que j'étais contente de l'avoir vu, mais je l'ai oublié. Donc bon. Voilà. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit bilan, un petit top, peut-être pas un top, mais quelle est au moins votre variation préférée du body snatcher ? Ah bah moi je reste sur le Philip Kaufman, chef-d'œuvre devant l'éternel, et pas que pour la moustache de Donald. Non vraiment, je trouve qu'il est brillant, il est sensible, il est émouvant, il est effrayant, et pour moi c'est vraiment une des meilleures fins de film de tous les temps. Non mais c'est vrai qu'elle est hyper marquante. Enfin, moi quand je l'ai vue avec un pote, on s'est fait nos petits badges vraiment de l'image de fin du film qui est hyper marquante. Il fait se succéder une lueur d'espoir avec une. C'est une fin hyper nihiliste où tu dis bon, il n'y a plus d'espoir. Il y a un body snatcher qu'on n'a pas évoqué, mais qui a traumatisé toute une génération de gamins. Moi, j'étais trop âgé, mais je l'ai vu sur mon fils qui a vraiment flippé sa race. C'est Edgar dans Men in Black. C'est vrai. L'alien qui prend la peau du paysan, qui pendant tout le film se balade. En plus, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Il a le pyjama un peu trop grand, on va dire. C'est une référence au premier Quatermass où c'est un fermier qui se fait et qui se transforme à la fin. Ça se trouve en fait. Mais moi j'ai jamais réfléchi, mais quand j'ai montré effectivement le film à mon gamin, il s'est mis à flipper quoi, et je me suis dit mais en fait c'est normal qu'il flippe. Pourquoi n'ai-je pas pensé que ce personnage était potentiellement hyper effrayant pour un môme quoi. Il est humain, mais en réalité, il y a un truc qui déconne. On sait que, voilà, on sait qu'il est pas. Non, moi, c'est bizarre, mais j'ai envie de citer The Thing parce que même si on a considéré que c'était pas vraiment un film de body snatching, quand même un peu beaucoup, par pas mal d'aspects, parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus fait ressentir l'intense paranoïa, comme tu le disais, du personnage qui est sorti du champ et qui revient, et on sait pas ce qui s'est passé entre les deux plans. C'est un vrai pur huis clos, quoi. Oui. Et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux en termes de tension paranoïaque sur un groupe humain. Après, peut-être parce que c'est le premier que j'ai découvert, je reste quand même très attaché au Don Siegel et à son faux cinémascope. J'en ai parlé tout à l'heure, mais parce qu'en fait le film est exploité au format Superscope, alors qu'en réalité il a été tourné en 1.85 et Don Siegel était furieux en fait qu'on lui recadrait son film parce qu'ils ont coupé en gros en haut et en bas quoi. Et c'est marrant parce que moi j'adorais ce Superscope du film et je suis presque déçu de savoir qu'il n'a pas été tourné comme ça. Et comment dire, l'exiguïté des décors avec lesquels il a dû composer ont fait que ça augmente encore plus l'impression d'oppression de devoir filmer des décors aussi petits dans un format aussi large. Il y a des moments où t'es comme ça dans les couloirs, je trouve ça génial. Donc ça reste mon préféré. Close second, je pense que je mettrai le Bojan Baseli de 93, non pas Abel Ferrara.
Mais quand même, il faut rendre justice au Philippe Kaufman d'avoir quand même tapé très fort. Ouais. Tu les cites tous là en fait, c'est tout. Ouais. Sur les 3 que t'as vu, lesquels tu préfères? Les 3. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une trilogie sans lettres, mais c'est vrai que c'est 3 très bons films, 3 variations sur le même thème qui sont toutes hyper intéressantes. Le 4e, comme on a dit, on l'oublie, on le passe assez Il vite. n'y a pas de sale gosse, ça compte pas. Exactement. Et toi, Marie, alors? Je vais défendre peut-être le Ferrara, qui est ma petite découverte, mais c'est vrai que, comme vous, hein, je les trouve tous hyper intéressants. Mais c'est vrai que le Ferrara, ce côté vraiment body horror dont on a parlé, qui me plaît beaucoup, et le côté hyper inquiétant, et de très belles images, t'en as parlé aussi. Mais c'est vrai que parfois, cette lumière un peu orange avec ce soleil bas, mais comme tu dis, c'est un film. On a l'impression qu'il y a plusieurs films dans le film, et c'est peut-être aussi ce qui m'a plu. Mais je pense qu'il faudra que je le revoie et que je vois comment aussi il vieillit en moi, parce que là, c'est peut-être trop frais et je suis peut-être trop sur une bonne impression, je sais pas. Je le reverrai. En tout cas, merci à vous d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation. Un petit dernier tour de table sur votre actu. On vous retrouve où? Où est-ce qu'on peut vous lire, vous écouter, vous entendre, vous revoir? Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux un petit peu partout, mais bon, je suis pas créatrice de contenu, mais bon, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout. Sinon, moi, je suis une travailleuse de l'ombre, donc on voit pas encore ce que je fais, peut-être bientôt. Voilà. Oui, et puis le PIF vient de passer. Là, donc, voilà, là, le PIF vient de passer, c'était en décembre, et là, on va certainement recommencer la sélection des courts-métrages, où on commence au printemps, juste avant l'été en général. Donc, on va s'y remettre, parce qu'on en voit toujours beaucoup. Mais ouais, j'ai hâte, parce que c'est toujours difficile. Et puis, dès que ça s'arrête, on a envie de s'y remettre. C'est ça. Tu sors d'une longue ligne droite de travail, après tu fais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Travailler. Et Rafik? Alors, en dehors de Capture Mag, où on se voit assez régulièrement avec Marie, j'ai 3 émissions à Arrêt sur Image, donc ils sont Netscape, une cartographie de l'histoire d'Internet que je fais avec Julie Le Baron, Post-Pop avec Clémence Guédan et Daniel Schneiderman sur le changement de regard sur les œuvres de la culture pop au fil des décennies, et une émission qui s'appelle Cut sur les bases du montage. Donc tout ça pour Arrêt sur Image. Sur Capture, donc il y a aussi Déjà Vu, qui est l'émission sur les tropes, ce qu'on appelle à tort les clichés du cinéma. Total Tracks, évidemment, le podcast consacré à la musique de film. Et puis le MOOC qui arrive bientôt, fin mars. Voilà. Et on devrait aussi sortir le bouquin sur Jerry Goldsmith avec Total Tracks. Voilà. C'est déjà bien. Oui, ça va. Déjà pas mal. On est assez occupés. Monster Squad. Merci à vous d'être venus. Merci pour l'invitation, c'était super. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir et de parler de ce monstre de cinéma, le Body Snatcher. J'en profite aussi pour remercier les auditeurs, les spectateurs et surtout les tipeurs, les contributeurs, puisque c'est grâce à vous que cette émission existe et qu'on espère pouvoir la faire durer, parce qu'on a plein d'idées de monstres à traiter et surtout de plein d'invités. On veut inviter aussi des réalisateurs, on veut continuer à proposer en format interview comme on l'a fait aussi en décembre pour la sortie de Vermine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous... Des sous-marins est obligé de donner son sang régulièrement chaque semaine pour pouvoir... Je tombe dans les pommes à chaque fois, c'est une catastrophe. Pouvoir typer sous différents noms. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Monster Squad et un nouveau monstre à disséquer. Salut!